Il existe des silences dans l'histoire qui semblent plus lourds que les mots. Avant Sumer, avant l'écriture, bien avant que les rois inscrivent leur victoire sur la pierre, il pourrait avoir existé des peuples dont nous ne savons presque rien. Non pas des silhouettes floues de mains de chasseurs et de cueilleurs, mais peut-être une civilisation entière perdue dans le labyrinthe du temps. Les mythes parlent de continents engloutis, de bâtisseurs oubliés, de savoirs trop anciens pour nos chronologies. Et pourtant parfois, une pierre, un temple, un motif gravé surgissent, comme si un écho fragile tentait encore de nous atteindre. Ce récit ne cherche pas la certitude, il invite à contempler la possibilité qu'avant l'histoire connue, il y eut un autre commencement, une autre humanité, effacée mais peut-être pas tout à fait disparue. Avant l'écriture, il y eut des histoires qui n'avaient dit pas de lettres pour les contenir, pas de tablettes pour les fixer, pas de pierres pour les graver. Elles existèrent dans l'air, flottant entre les flammes d'un feu et le souffle d'une bouche. Chaque génération les recevait comme un trésor fragile, puis les transmettait à la suivante. Et dans ce passage incertain, un mot pouvait changer, un détail pouvait se perdre, mais le cœur du récit demeurait. Ainsi naquirent des mémoires qui nous parviennent encore, déguisées en mythes, en contes, en légendes. On croit souvent que l'histoire débute avec l'invention de l'écriture, quelque part en Mésopotamie, lorsque les scribes sumériens commencèrent à tracer leurs signes sur l'argile humide. Mais cette frontière est trompeuse. L'humanité existait depuis des dizaines de milliers d'années. Des peuples avaient en vue se lever et se coucher les astres, avaient sculpté des pierres, suivi les migrations, dessiné les contours de mondes invisibles. Pourtant, de cette immensité de temps, il ne reste presque rien. Une trace d'ocre sur une paroi, une statuette à la forme énigmatique, un cercle de pierres dressé dans un champ désert. Tout le reste s'est dissous dans l'oubli. Les archéologues fouillent ce silence avec patience. Sous les couches de terre, ils découvrent parfois des éclats qui perturbent nos chronologies. Ici, une structure monumentale, plus ancienne que toutes nos villes. Là, un objet techniquement élaboré, trouvé dans un contexte trop ancien pour se savoir. Ces découvertes sont comme des chuchotements venus d'un passé qui semble vouloir nous dire « Il y eut autre chose bien avant vos récits officiels ». Mais nous n'entendons que des fragments. Dans ce silence se logent les plus anciennes énigmes de l'humanité. Comment des sociétés sans écriture, supposées simples et rudimentaires, ont-elles pu concevoir des structures qui nécessitent une coordination, un savoir astronomique, une maîtrise technique qu'on ne leur attribue pas? L'exemple le plus célèbre se trouve en Anatolie, au sommet d'une colline qu'on appelle Göbekli Tepe. Découvert à la fin du XXe siècle, ce site bouleverse l'histoire. Il est daté de plus de 11 000 ans. Bien avant Sumer, bien avant l'Égypte. Des piliers de pierre massifs, certains atteignant plusieurs tonnes, sculptés avec des animaux, des symboles, des formes étranges. On y reconnaît des serpents, des renards, des oiseaux aux ailes déployées. Ce lieu n'était pas une simple habitation, mais un sanctuaire. Une architecture de mémoire et de rituels construite par des peuples que l'on croyait incapables d'ériger de tels monuments. Cela soulève une question troublante. D'où venait ce savoir ? Comment des chasseurs-cueilleurs, supposés vivre de manière dispersée, auraient-ils pu réunir les forces, la vision et la technique nécessaires pour dresser de tels piliers ? Certains chercheurs parlent d'une étape oubliée, une sorte de civilisation intermédiaire dont nous n'avons presque plus de traces. D'autres avancent que l'idée que ces bâtisseurs portaient encore dans leur tradition l'écho d'un peuple plus ancien, disparu mais non totalement effacé. Comme si la mémoire de cette race perdue avait traversé les âges, déguisée en rites, en symboles, en pierres. L'écriture, elle, ne viendra que bien plus tard. Mais les mythes, eux, sont les héritiers de cette mémoire orale. Dans presque toutes les traditions, on retrouve l'idée d'un âge d'or, d'un temps où des êtres différents guidaient l'humanité. Les Grecs parlaient des titans et des dieux. Les Sumériens évoquaient les Hanunas, venus enseigner aux hommes. Les anciens peuples de Mésoamérique disaient que leurs ancêtres avaient reçu la civilisation de divins instructeurs venus de la mer. Ces récits ne sont peut-être que des métaphores, mais peut-être aussi sont-ils des souvenirs transformés, transmis dans le langage du mythe parce qu'aucun autre langage n'existait encore. Le plus étrange est la récurrence des motifs. Partout, on retrouve des histoires d'un temps antérieur, d'un peuple disparu, d'un savoir perdu. Pourquoi ces thèmes universels se répètent-ils ? Est-ce simple coïncidence ou la trace ténue d'une humanité dont nous aurions hérité sans le savoir ? Le feu des conteurs aurait-il gardé vivante dans l'ombre des mots la mémoire d'une race qui précéda la nôtre,
Les pierres elles-mêmes semblent parfois murmurer la même énigme. Des mégalithes se dressent dans les campagnes d'Europe, datées de plusieurs millénaires avant les pyramides d'Égypte. Karnak, en Bretagne, aligne des milliers de pierres levées, comme si un peuple avait voulu tracer une écriture que nous ne savons plus lire. En Angleterre, Stonehenge surveille le soleil, ses pierres orientées vers les solstices. Ces monuments appartiennent à une humanité encore préhistorique, mais déjà capable d'observer le ciel avec précision, d'ériger des structures cyclopéennes et de leur donner un sens cosmique. Nous les appelons primitifs, mais leurs œuvres suggèrent une mémoire bien plus profonde. Peut-être faut-il imaginer que l'écriture n'a pas seulement été inventée pour compter les récoltes, mais aussi pour protéger un héritage fragile. Lorsque les Sumériens gravèrent leurs premiers signes, n'étaient-ils pas déjà les derniers héritiers d'une mémoire plus ancienne ? Leurs dieux, leurs récits cosmogoniques, leur vision du monde pourraient bien être les échos transformés de voix venues de l'avant-histoire. La véritable énigme ne serait donc pas « quand commence l'histoire », mais plutôt « quand a-t-elle été perdue ?» Car l'oubli est aussi un acteur de l'humanité. Les catastrophes naturelles, les déluges, les migrations effacent les traces plus sûrement que le temps lui-même. Un peuple peut disparaître en une génération, ses temples détruits, ses récits dispersés. Ce qui reste alors, ce sont des fragments déformés, des souvenirs qui deviennent des légendes, des images qui se gravent dans les mythes. Peut-être que derrière les dieux et les héros se cachent des hommes, une humanité plus ancienne dont les voix se sont enfouies bien avant les signes. Ainsi, chaque silex retrouvé, chaque cercle de pierre, chaque gravure sur un pilier devient plus qu'un vestige. C'est une tentative de communication. Un message sans alphabet, adressé à des descendants lointains que nous sommes. Mais nous n'avons plus la clé pour déchiffrer ces messages. Nous n'entendons que le murmure d'un passé immense qui nous dit seulement ceci. L'histoire humaine ne commence pas avec l'écriture. Elle commence bien avant, dans des voix enfouies, que le temps a presque réduites au silence, mais qui continuent de vibrer quelque part dans les pierres, dans les mythes, dans la nuit. Il y a, dans les récits des peuples anciens, une nostalgie qui ne semble pas appartenir seulement à leur propre histoire, comme si derrière les mythes, derrière les cosmogonies, se dissimulait un souvenir plus ancien, venu d'un autre monde, d'un autre temps. Un souvenir d'îles qui n'existent plus, de continents engloutis, de terres effacées, sous les eaux. Les Grecs l'ont nommé Atlantide, les traditions indiennes parlent de Kumarikandam, d'autres encore évoquent Dmu ou Lemuria. Ces noms sont différents, mais la blessure est la même, celle d'un lieu qui aurait porté une mémoire ancienne, aujourd'hui submergée. Lorsque l'on observe les cartes marines, lorsque l'on imagine les fluctuations du niveau des océans depuis la dernière glaciation, un fait s'impose. Il y a environ 12 000 ans, les mers se sont élevées de plus de 100 mètres. Les grandes calottes polaires fondaient et les rivages du monde étaient redessinés. Des terres qui avaient été habitées furent avalées par les flots. Des plaines côtières, des vallées fertiles, des estuaires se transformèrent en mers intérieures. Si des peuples y vivaient, leurs villages furent engloutis. Leurs récits auraient pu se transformer en souvenirs de cataclysmes, transmis de génération en génération, jusqu'à devenir des mythes de déluge et de continents perdus. C'est peut-être pour cela que presque toutes les civilisations ont gardé la mémoire d'une grande inondation. Le déluge de Noé dans la Bible, celui de Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, celui de Deucalion chez les Grecs, celui de Manu dans les Védas indiens. Tous racontent une même catastrophe, un monde englouti par les eaux, une humanité presque effacée et une poignée de survivants chargés de reconstruire. Ces récits, loin d'être de simples coïncidences, pourraient être des souvenirs transformés, la mémoire orale de réels bouleversements climatiques. Parfois, les mythes précisent davantage. Les Tamouls de l'Inde méridionale évoquent un continent disparu, Kumarikandam, situé au sud de leur terre. Ils disent qu'il abritait des cités prospères, des savoirs anciens, une culture raffinée qui aurait précédé la leur. En Polynésie, certains chants parlent d'îles originelles aujourd'hui englouties, berceau des ancêtres navigateurs. Dans les Andes, les légendes incas et pré-incas parlent de lieux lumineux d'où seraient venus des hommes différents, porteurs de savoir. Toutes ces traditions semblent pointer vers une idée. L'histoire humaine aurait commencé ailleurs, dans un espace aujourd'hui perdu sous les mers. Les découvertes archéologiques, bien que fragmentaires, nourrissent parfois ces intuitions. Au large de l'Inde, près de la côte du Gujarat, des structures sous-marines ont été identifiées.
semblant montrer des alignements géométriques à une profondeur qui correspond à une époque où le niveau marin était beaucoup plus bas. Dans la mer du Japon, près de Yonaguni, une formation rocheuse sous-marine a été interprétée par certains comme une architecture monumentale, terrasses, escaliers, plateformes. Les géologues hésitent, y voyant plutôt un phénomène naturel, mais le doute persiste car les formes paraissent trop régulières, trop ordonnées. Dans les profondeurs, les frontières entre nature et mémoire se brouillent. Les côtes englouties de la Méditerranée recèlent elles aussi leurs mystères. Au large de l'Égypte, des cités anciennes reposent sous les flots, parfois intactes dans leur silence liquide. À Pavlopétrie, en Grèce, une ville submergée vieille de plus de 5000 ans dort sous quelques mètres d'eau, avec ses rues, ses maisons, ses tombes. Si des cités aussi anciennes pouvaient être englouties en quelques générations, pourquoi ne pas imaginer des mondes encore plus lointains, avalés par la montée des mers à la fin de l'âge glaciaire? La science nous apprend que les rivages actuels ne sont que les derniers contours dessinés par l'océan. Pendant des dizaines de millénaires, les côtes s'étendaient beaucoup plus loin. Là où s'élèvent aujourd'hui les vagues, il y avait des plaines, des forêts, des deltas. Les archéologues commencent seulement à sonder ces territoires perdus, mais chaque plongée révèle que l'histoire humaine pourrait être bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. Peut-être avons-nous bâti nos chronologies sur un sol incomplet, ignorant tout un chapitre effacé par l'eau. L'idée de continent perdu n'est pas seulement un rêve romantique, elle est enracinée dans la réalité des variations climatiques. Mais au-delà des faits, il y a le vertige de l'inconnu. Qui étaient ces peuples disparus? Ont-ils seulement existé en tant que civilisation, ou bien notre imaginaire a-t-il rempli le silence des fonds marins avec des récits crânes de grandeur? Nous ne le savons pas. Pourtant, les mythes persistent, tenaces, comme si une mémoire profonde refusait de s'éteindre. L'Atlantide, la plus célèbre de ces terres disparues, a été décrite par Platon non pas comme un poème, mais comme une histoire reçue de prêtres égyptiens. Il parlait d'une île immense, située au-delà des colonnes d'Hercule, riche et puissante mais détruite en un seul jour et une seule nuit de cataclysme. Pour beaucoup, ce n'est qu'une allégorie politique, un récit symbolique. Mais d'autres y voient la trace déformée d'un souvenir collectif, celui d'une terre disparue dans les bouleversements de la fin de l'ère glaciaire. Peut-être l'Atlantide n'était-elle pas unique, mais le nom donné à une multitude de territoires perdus, absorbés par les mers montantes. Il est troublant de constater que cette idée de terres englouties traverse les continents sans lien direct entre les cultures. En Amérique, les Mayas et les Aztèques parlent de cycles de destruction, d'anciennes terres submergées. En Australie, les aborigènes gardent, dans leurs chants, la mémoire de côtes aujourd'hui disparues, preuve que leur tradition orale conserve des récits vieux de milliers d'années. Dans le Pacifique, des peuples se disent les héritiers d'îles sacrées disparues. Partout, l'eau est le grand effaceur, mais aussi la grande mémoire. Ce qui émerge alors, ce n'est pas une certitude, mais une impression persistante. L'humanité n'est pas seulement fille de la terre ferme, mais aussi des continents engloutis. Une partie de notre histoire repose peut-être sous les vagues, hors de portée, attendant qu'un jour nous en découvrions les traces. Non pas une Atlantide unique et parfaite, mais un archipel de mémoires effacées, dispersées dans les profondeurs. Ces mémoires englouties exercent sur nous une fascination particulière, car elles rappellent que nous sommes des survivants. Chaque culture qui raconte un déluge se place dans la peau de ceux qui ont échappé à l'effacement, et chaque fois que nous parlons de continents perdus, nous reconnaissons en creux la fragilité de notre propre monde. Rien ne garantit que notre civilisation, avec ses villes, ses réseaux, ses bibliothèques, survivra au passage des millénaires. Elle aussi pourrait se dissoudre, laissant derrière elle seulement des fragments, des ruines muettes, des souvenirs déformés en mythes. Il n'est donc pas absurde de penser que nous marchons sur les traces d'humanité oubliées. Les océans recouvrent 70% de la planète et une grande partie de ces territoires n'a jamais été explorée par les archéologues. Dans les profondeurs, au-delà de la lumière, des cités pourraient dormir depuis 10 000 ans ou plus. Et si nous n'avons pas encore trouvé de preuves indiscutables, c'est peut-être seulement parce que nous n'avons pas encore regardé aux bons endroits. Ainsi, la mémoire des continents engloutis persiste non pas seulement comme une énigme, mais comme une question posée à notre propre conscience. Sommes-nous réellement les premiers bâtisseurs, les premiers héritiers d'un monde civilisé, ou ne sommes-nous que les derniers à avoir repris le flambeau, après d'autres, bien avant Sumer, bien avant l'écriture, dont la mémoire repose aujourd'hui au fond des mers?
Il existe des pierres qui semblent avoir été dressées avant que les récits ne trouvent des mots. Elles se tiennent, muettes et immobiles, au milieu des paysages, comme si elles avaient voulu fixer une mémoire dans la matière même du monde. Elles n'ont pas d'inscription, pas de lettres, pas de nom gravé, et pourtant elles parlent d'une voix que nous ne savons plus entendre. Certaines sont alignées avec les cycles du soleil et de la lune, d'autres se dressent comme des silhouettes solitaires, d'autres encore forment des cercles mystérieux qui défient le temps. Elles sont antérieures aux mythes qui plus tard les ont recouvertes, comme si l'imaginaire des peuples n'avait fait qu'enrober d'histoire un héritage plus ancien encore. À travers l'Europe, l'Afrique, l'Asie et jusqu'aux confins de l'océan Pacifique, les pierres levées composent une cartographie étrange, un réseau de signes silencieux, laissés par des mains que nous connaissons à peine. Carnac, dans l'ouest de la France, aligne des milliers de menhirs sur des kilomètres, un océan minéral figé depuis près de 7000 ans. Le temps a effacé les noms des bâtisseurs, les raisons de ces alignements, mais non leur puissance d'évocation. Lorsque le vent traverse ces champs de pierre, on a le sentiment d'être observé par une mémoire qui précède nos récits. Peut-être que ces monuments n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi des tentatives de dialoguer avec le cosmos, de traduire le ciel en architecture terrestre. En Grande-Bretagne, Stonehenge reste l'un des symboles les plus connus de cette énigme. Ces cercles concentriques de pierres massives sont orientés avec une précision presque astronomique. Les solstices d'été et d'hiver s'y inscrivent comme dans un calendrier cosmique. Mais ce monument, que nous admirons comme un chef-d'œuvre, n'était pas unique. Partout dans les îles britanniques, des centaines de cercles de pierres plus modestes témoignent d'une tradition commune, d'une vision du monde qui plaçait le ciel, la terre et la pierre dans un même langage. Certains chercheurs pensent que ces lieux étaient en autant des observatoires que des sanctuaires, capables de marquer les cycles des saisons, les éclipses, les positions des étoiles. C'est comme si les bâtisseurs voulaient inscrire l'ordre du cosmos dans un paysage terrestre, pour que l'homme se rappelle toujours son lien avec l'univers. Au-delà de l'Europe, d'autres pierres nous interrogent avec la même intensité. En Afrique de l'Ouest, à Sénégambie, des cercles mégalithiques de centaines de monolithes jalonnent les terres. Ils sont souvent disposés avec une régularité géométrique qui intrigue, et certains pourraient avoir été utilisés comme lieu de rituels funéraires, mais peut-être aussi comme marqueurs astronomiques. Ces sites, encore peu connus du grand public, témoignent que l'érection de pierres sacrées fut un geste partagé par de nombreux peuples, dans des lieux séparés par des milliers de kilomètres. En Asie, au Japon, les kofun, ces tertres funéraires parfois entourés de pierres, révèlent eux aussi une mémoire ancienne, enracinée dans le dialogue entre pierre et ciel. Et en Polynésie, les marae, plateformes de pierres levées, se dressent comme les témoins d'un monde où le sacré s'écrivait d'abord dans la roche. Partout, le même motif se répète, des pierres qui précèdent les récits, qui précèdent l'écriture, mais qui semblent n'en vouloir dire quelque chose de fondamental sur l'ordre du monde et la place de l'homme. Ces monuments appartiennent à ce qu'on appelle la préhistoire, mais ce mot est trompeur. Il suggère un temps avant l'histoire, un temps d'attente et de silence. Or, ces pierres en racontent au contraire que ce passé n'était pas vide. Il était déjà rempli de gestes, de calculs, d'intentions. Peut-être que les bâtisseurs n'avaient pas besoin d'écriture pour transmettre ce qu'ils savaient. Les pierres étaient leurs livres, leur alphabet, leur mémoire durable. Les mythes qui naîtront plus tard ne feront que mettre des mots sur des images qui existaient déjà dans ces architectures. La question demeure, d'où venait cette connaissance ? Comment des peuples supposés vivre de manière simple, dispersés en petits clans, pouvaient-ils concevoir des monuments si vastes et si précis ? L'hypothèse d'un savoir hérité, transmis depuis une humanité plus ancienne, plane toujours. Peut-être les pierres sont-elles les derniers échos visibles d'une mémoire plus profonde, qui a traversé un effondrement, une catastrophe, avant de ressurgir sous forme de mégalithes. Si une civilisation disparue avait existé avant Sumer, avant l'Égypte, elle aurait laissé peu de traces, mais les pierres, indestructibles, auraient survécu. La permanence des pierres nous renvoie aussi à une idée simple. L'homme cherchait à vaincre l'oubli. La parole est fragile, le corps disparaît, mais la pierre demeure. Dresser un menhir, bâtir un cercle, ériger une stèle, c'était inscrire un souvenir qui défie les siècles. Même si le sens se perdait, le geste lui-même resterait. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Nous voyons encore les pierres, mais nous avons oublié les mots qui les accompagnaient. Elles sont devenues des énigmes, ouvertes à toutes les interprétations,
mais peut-être que leur fonction première était simplement de garantir que quelque chose survivrait, même si tout le reste se perdait. Le fait que ces pierres précèdent nos mythes est une invitation troublante. Nous avons souvent tendance à croire que les récits sont les premières matrices de sens, que les mythologies viennent avant les monuments. Mais ici, l'ordre semble inversé. Les pierres sont venues d'abord, comme si elles avaient fixé un souvenir brut, et les mythes n'ont fait que venir ensuite, les entourant d'histoires pour combler le silence. Dans ce sens, les légendes des fées, des géants, des dieux associés aux mégalithes en Europe ne sont peut-être que des habillages tardifs, plaqués sur des architectures dont le sens réel avait déjà été oublié depuis longtemps. Cela conduit à une idée vertigineuse. Et si nos mythes étaient en réalité des tentatives de traduire des monuments que nous ne comprenions déjà plus? L'homme aurait hérité de pierres dressées par d'autres et aurait inventé des récits pour leur donner une signification. Ainsi, le mythe ne serait pas l'origine, mais l'interprétation seconde, née de la perte. Derrière chaque légende, il y aurait donc une pierre, et derrière chaque pierre, un souvenir d'un peuple qui a voulu inscrire dans la terre une mémoire plus ancienne que la parole. Ce renversement éclaire d'un jour étrange la question des civilisations disparues. Peut-être que nous ne possédons plus leurs récits, leurs langues, leurs histoires, mais nous possédons encore leurs pierres. Elles précèdent le mythe parce qu'elles sont la matière même sur laquelle les mythes ont dû se greffer. Ce que nous appelons aujourd'hui civilisation est peut-être déjà le fruit d'un héritage incomplet, une reconstruction à partir de fragments. Nos ancêtres les plus lointains n'ont pas disparu sans rien laisser. Ils ont dressé ces monuments muets comme des phares à travers les millénaires. Et lorsque nous marchons parmi ces alignements, lorsque nous touchons ces surfaces rugueuses, nous ne rencontrons pas seulement des blocs de roche. Nous rencontrons une mémoire qui se tient au-delà des mots, au-delà des mythes, une mémoire inscrite dans la pierre, adressée à nous sans que nous en comprenions encore le langage. Les pierres qui précèdent le mythe sont peut-être la première véritable écriture de l'humanité. Une écriture qui ne trace pas des signes sur l'argile, mais qui modèle le paysage lui-même pour qu'il devienne une page infinie, offerte au regard de tous les temps. Sur une colline de l'Anatolie, enfouie sous des couches de terre volontairement accumulées, reposait depuis des millénaires un site qui allait bouleverser notre vision de l'histoire, Göbekli Tepe. Découvert dans les années 1990, il ne ressemble à rien de ce que l'on pensait possible pour une humanité d'il y a plus de 11 000 ans. Des cercles de pierres monumentaux, des piliers sculptés de figures animales, des représentations symboliques, le tout érigé par des sociétés que nous croyons encore à l'âge du silex, dispersées en petits groupes de chasseurs-cueilleurs. Pourtant, ces pierres sont là, dressées avec une maîtrise architecturale et artistique qui semble annoncer, bien avant son heure, l'aube de la civilisation. Göbekli Tepe n'était pas un village. On n'y trouve pas de traces d'habitation, pas de champs cultivés, pas de signes d'un quotidien domestique. C'était un lieu de rassemblement, un sanctuaire, un espace rituel. Les archéologues parlent d'un temple, mais peut-être était-ce bien plus que cela. Un point de convergence pour des communautés éparses, un centre où l'on venait, non pour survivre, mais pour signifier quelque chose au monde et au ciel. Cela change tout dans la manière dont nous pensons l'histoire. Car nous avons longtemps cru que la religion, les rituels, les architectures monumentales ne pouvaient naître qu'après l'agriculture, qu'après la sédentarisation. Or ici c'est l'inverse, les hommes se sont peut-être rassemblés pour bâtir un sanctuaire, et c'est ce besoin spirituel qui aurait déclenché ensuite l'agriculture et l'organisation sociale, comme si le sacré avait précédé l'économie. Les piliers de Göbekli Tepe, en forme de T, mesurent jusqu'à 5 mètres de haut et pèsent de plusieurs tonnes. Certains portent des représentations d'animaux, lions, serpents, renards, sangliers, oiseaux. D'autres montrent des formes abstraites, des mains humaines stylisées. Ces images ne sont pas décoratives, elles semblent composer un langage symbolique, une grammaire visuelle dont le sens nous échappe. Mais une chose est certaine, elles témoignent d'une pensée structurée, d'une vision du monde complexe. Il y a là, figé dans la pierre, les traces d'un imaginaire collectif puissant, capable d'unir des centaines d'hommes pour un projet dépassant la simple survie. Ce qui fascine encore davantage, c'est l'ancienneté du site, 11 000 ans. Cela signifie que Göbekli Tepe précède Stonehenge de 6 millénaires, les pyramides d'Égypte de 7 millénaires, Sumer de 5 millénaires. Il surgit dans une époque où, selon nos manuels, l'humanité devait encore être en marge de l'histoire, expérimentant à peine l'agriculture.
Pourtant, ces bâtisseurs savaient extraire des blocs, les transporter, les ériger, les agencer selon un plan qui suppose une organisation hiérarchisée, une vision commune. Ils étaient donc déjà autre chose que de simples nomades. Un autre mystère entoure le site. Il fut volontairement enfoui, recouvert de terre il y a environ 8000 ans. Pourquoi ? Était-ce pour le protéger, pour le dissimuler, pour clore un cycle rituel et rendre le sanctuaire à la terre ? Ce geste incompréhensible à première vue a paradoxalement permis la préservation exceptionnelle du lieu. Mais il laisse planer l'ombre d'une décision consciente, comme si ceux qui l'avaient bâti avaient ensuite voulu le soustraire à la mémoire. Était-ce l'annonce d'un effondrement, d'une rupture culturelle, ou le signe d'un passage, d'une transition entre deux âges ? Göbekli Tepe oblige à repenser la linéarité de l'histoire. Peut-être que ce n'était pas un accident isolé, mais l'ultime éclat d'un savoir plus ancien, transmis, hérité d'un peuple dont nous n'avons plus la trace. Les bâtisseurs portaient-ils encore la mémoire d'un âge précédent, d'une humanité disparue à la fin de la dernière glaciation ? Leurs pierres seraient alors les derniers échos visibles d'une tradition qui se perdrait aussitôt après. Les chercheurs les plus prudents soulignent que le site ne prouve pas l'existence d'une civilisation mondiale perdue, mais il montre que nous avons sous-estimé les capacités des sociétés préhistoriques. Elles n'étaient pas de simples survivants, mais déjà des inventeurs de symboles, des bâtisseurs, des astronomes peut-être. Il est troublant de constater que certaines orientations de Göbekli Tepe semblent correspondre à des configurations célestes. Des hypothèses discutées mais fascinantes suggèrent donc que les piliers auraient pu marquer des positions d'étoiles ou des événements cosmiques, comme si l'architecture servait aussi de mémoire céleste. La dimension artistique du site est également bouleversante. Les animaux sculptés ne sont pas de simples représentations réalistes. Ils sont chargés de sens, de pouvoir, peut-être de mythes que nous ne connaissons plus. Chaque pilier devient une page d'un livre dont nous avons perdu l'alphabet. Nous voyons les images, mais nous ne savons plus les lire. Pourtant, elles continuent de parler, d'une voix silencieuse qui résonne à travers les millénaires. Le fait que Göbekli Tepe ait été érigé à un moment charnière, juste après la fin de la dernière glaciation, nourrit encore davantage l'impression d'un héritage. Le monde connaissait alors d'immenses bouleversements climatiques. Les glaciers reculaient en, les mers montaient en, les territoires se transformaient en. Si une civilisation plus ancienne avait existé avant ces cataclysmes, elle aurait pu être détruite presque entièrement. Mais quelques survivants, porteurs de savoir, auraient en transmis aux générations suivantes un fragment de leur mémoire qui aurait pris forme dans des sanctuaires comme celui-ci. Ainsi, Göbekli Tepe apparaîtrait non comme un commencement, mais comme une rémanence. Une résurgence avant l'oubli complet. Ce site pose aussi une question vertigineuse. Pourquoi bâtir un lieu aussi monumental, si tôt dans l'histoire humaine ? Pour qui ? Pourquoi ? Était-ce un centre de rituels lié aux morts, un lieu d'initiation, une carte du ciel gravée dans la terre, ou bien un espace où l'on rejouait symboliquement une histoire plus ancienne, une cosmogonie héritée d'ancêtres lointains ? Nous ne le savons pas, et peut-être ne saurons-nous jamais. Mais dans ce mystère réside toute la force de Göbekli Tepe. Il nous rappelle que l'histoire humaine n'est pas une progression simple et linéaire, mais une succession de fulgurances, d'oublis, de renaissances. Les archéologues poursuivent les fouilles, mais une grande partie du site reste encore enfouie. Ce que nous voyons n'est qu'un fragment. D'autres cercles, d'autres piliers dorment encore sous la colline. Peut-être qu'en les mettant au jour, nous découvrirons de nouvelles énigmes, ou peut-être que nous comprendrons un peu mieux le langage des premiers architectes. Mais il est aussi possible que plus nous creusions, plus le mystère s'épaississe, comme si ce lieu avait été conçu pour défier notre compréhension. Göbekli Tepe se dresse aujourd'hui comme un rappel silencieux. L'homme dès l'aube portait en lui une capacité à rêver, à bâtir, à inscrire son imaginaire dans la pierre. Peut-être n'a-t-il fait que reprendre un flambeau transmis par d'autres, plus anciens ? Peut-être a-t-il réinventé, dans un monde brisé par les cataclysmes, ce que d'autres avaient déjà connu. Dans tous les cas, ces architectes de l'aube ont laissé une trace indélébile, une mémoire qui nous parvient à travers 11 millénaires et qui nous dit sans mots « il y eut un commencement avant le commencement ». Il existe dans les traditions humaines des noms qui résonnent comme des souvenirs impossibles. Ils ne désignent pas des lieux connus, ni des nations attestées, mais des terres flottant entre le mythe et la mémoire. Hyperborée au nord extrême, au-delà des souffles glacés. Mu, dans l'océan Pacifique, englouti depuis des millénaires.
Ces noms semblent appartenir au royaume de l'imaginaire, et pourtant ils reviennent avec insistance dans les récits, comme si derrière l'allégorie se cachait un reflet de quelque chose de réel. Ce sont des échos, des fragments de voix, peut-être déformés par les siècles, mais porteurs d'une nostalgie qui ne cesse de hanter l'esprit humain. Hyperborée apparaît dans les textes de la Grèce antique. Les poètes disaient enfin que c'était une terre bénie, située au-delà du souffle glacé de Borée, le vent du nord. Là-bas, le soleil brillait sans interruption, et les habitants vivaient dans une harmonie parfaite, loin des guerres, loin des douleurs. On disait que les Hyperboréens avaient envoyé des présents à Delphes, le centre sacré du monde grec, preuve que leur peuple entretenait un lien mystérieux avec les dieux de l'Olympe. Certains récits affirment même qu'Apollon lui-même, le dieu solaire, venait passer ses hivers chez eux, dans une contrée où la lumière ne s'éteignait jamais. Ces récits peuvent être lus comme des métaphores. Peut-être que Hyperborée n'était qu'une image poétique du lointain septentrion, ou une représentation idéalisée de l'âge d'or. Mais il est troublant de constater que d'autres traditions, éloignées dans l'espace et dans le temps, parlent elles aussi de terres mystérieuses situées aux extrêmes du monde. Dans les sagas nordiques, il est les questions de Thulé, une île située au nord des mers connues, où le soleil se levait et se couchait d'une manière inhabituelle. Dans certaines traditions sibériennes, il existe aussi le souvenir de peuples lumineux, venus des régions polaires, porteurs de savoir et de chants. L'idée d'une terre septentrionale originelle, habitée par des êtres différents, revient comme une obsession discrète à travers les cultures. Si l'on confronte ces récits à la science, une hypothèse surgit. Lors de la dernière glaciation, de vastes territoires aujourd'hui engloutis ou inhabités étaient peu accessibles. Le climat, bien que rigoureux, offrait parfois des zones étonnamment hospitalières, notamment autour des rivages de l'Arctique. Peut-être des groupes humains y vécurent-ils, développant des traditions que nous avons depuis oubliées. Lorsque la glace se retira, lorsque les mers montèrent, ces territoires disparurent, emportant avec eux les mémoires d'un peuple. Hyperborée serait alors moins un rêve qu'une réminiscence, une mémoire fossile transmise sous forme de mythe. À l'autre extrémité du monde, Mu incarne une autre légende. Popularisée au XIXe siècle par des auteurs comme Augustus le Plongeon et James Churchward, cette terre engloutie aurait occupé une partie du Pacifique. Selon ces récits, Mu aurait été le foyer d'une civilisation avancée, dotée de savoirs que nous avons perdus. Ses habitants auraient colonisé d'autres continents, léguant aux peuples d'Amérique, d'Asie et d'Océanie des fragments de leur science et de leur culture. Puis un cataclysme aurait englouti leurs terres, ne laissant que des archipels dispersés, comme Hawaï, l'île de Pâques ou la Polynésie. La plupart des scientifiques considèrent Mu comme une invention, née d'interprétations abusives de textes et de cartes. Pourtant, l'idée d'un continent pacifique perdu persiste dans l'imaginaire collectif. Et là encore, ce n'est pas seulement une fantaisie moderne. Les traditions orales des Polynésiens parlent souvent d'îles originelles, disparues sous les flots. Les légendes de l'île de Pâques évoquent Naotumatua, le roi venu d'une terre lointaine, guidant son peuple vers un nouveau rivage après la destruction de son pays d'origine. En Asie, certains récits parlent aussi d'îles englouties dans l'océan immense. L'idée d'une mémoire pacifique effacée se répète à travers les peuples. Mu, qu'on le considère comme une invention ou comme une métaphore, pose une question semblable à celle d'Hyperborée. Pourquoi tant de cultures parlent-elles de continents disparus, de terres englouties, de peuples perdus? Est-ce une simple projection, née de la peur des océans et des catastrophes naturelles, ou bien est-ce la mémoire diffuse de réels bouleversements de mondes qui ont existé avant les nôtres? Ce qui rapproche Hyperborée et Mu, malgré la distance, c'est la fonction qu'ils occupent dans l'imaginaire. Ils sont des lieux d'origine, des terres premières d'où viendraient les savoirs, la lumière, les ancêtres. Dans les récits grecs, les Hyperboréens sont sages et harmonieux, comme des gardiens d'un ordre ancien. Dans les récits modernes sur Mu, les habitants sont décrits comme des porteurs de science, capables d'ériger des monuments, d'observer les étoiles. Dans les deux cas, ces peuples ne sont pas présentés comme des barbares, mais comme des instructeurs. Le mythe suggère que l'humanité actuelle n'est pas le commencement absolu, mais l'héritière d'un héritage antérieur, effacé par le temps. Les archipels du Pacifique, avec leur statut monumental, leurs traditions orales, leurs alignements astronomiques, alimentent encore ce sentiment. L'île de Pâques, avec ses moailles, semble incarner l'idée même d'un peuple héritier de quelque chose de plus vaste, réduit à une terre minuscule au milieu de l'océan.
Certains chercheurs voient dans cette statue le signe d'une société complexe qui, isolée, aurait décliné. Mais d'autres imaginent qu'elles sont les derniers échos d'une mémoire plus ancienne, une mémoire liée à Mu. Dans le Grand Nord, l'obsession pour Hyperborée se lie parfois aux phénomènes célestes particuliers des régions polaires. Le soleil qui ne se couche pas, la nuit qui dure des mois, les aurores qui illuminent le ciel, tout cela nourrit l'impression d'un monde autre, plus proche du divin. Peut-être que des hommes qui vécurent là il y a des millénaires, confrontés à ces spectacles, en firent un centre spirituel, un lieu qu'ils transmirent ensuite comme l'image d'un paradis perdu. À travers Hyperborée et Mu, nous entrevoyons une constante. Les peuples anciens semblent avoir senti qu'ils venaient d'ailleurs, d'un avant. Ils portaient en eux l'idée que leur culture ne naissait pas ex nihilo, mais qu'elle était héritée d'un peuple disparu. Nous retrouvons cette même logique dans d'autres traditions. Les Mayas parlaient des Toltèques comme de leurs prédécesseurs mythiques. Les Égyptiens affirmaient en Samin que leur savoir venait vanteux des dieux antérieurs, peut-être des survivants d'une ère plus ancienne. Partout, l'idée d'un héritage perdu traverse les mémoires. Hyperborée et Mu ne sont peut-être que des symboles, mais ils symbolisent une vérité plus profonde. L'histoire humaine n'est pas linéaire, elle est faite de couches, de pertes et de renaissances. Derrière les noms fabuleux, derrière les images d'îles disparues, se cache peut-être le souvenir d'effondrements réels, de civilisations balayées par les eaux, par les glaces, par le feu du ciel. Ce que nous appelons mythe pourrait n'être que la forme poétique d'un souvenir de chair et de pierre transmis à travers des millénaires. Ces échos continuent de nous troubler, car ils nous placent face à une incertitude vertigineuse. Sommes-nous les premiers ou seulement les derniers d'une lignée plus ancienne ? Nos villes, nos sciences, nos récits pourraient n'être que la réplique tardive de mondes qui, jadis, existaient ailleurs, dans des continents aujourd'hui effacés. Et chaque fois que nous évoquons Hyperborée ou Mu, nous ne faisons peut-être qu'écouter l'écho très lointain de leur voix. Parmi toutes les terres perdues, Bourgchance, qui hantent l'imaginaire humain, aucune n'a exercé autant de fascination que l'Atlantide. Son nom seul suffit à évoquer un monde englouti, une civilisation disparue dans les profondeurs de l'océan. Mais ce qui rend ce récit si singulier, c'est qu'il ne provient pas d'une tradition orale floue, ni d'un folklore dispersé, mais d'un philosophe précis, Platon. Au IVe siècle avant notre ère, dans ses dialogues Timée et Critias, il raconte l'histoire d'une île immense située au-delà des colonnes d'Hercule, riche en richesses et en savoir, mais détruite en un seul jour et une seule nuit par des cataclysmes terribles. Pour beaucoup, ce récit n'est qu'une allégorie, une parabole politique destinée à mettre en garde Athènes contre l'orgueil et la décadence. Mais pour d'autres, il ne s'agit pas d'une invention littéraire. Platon aurait recueilli une mémoire transmise par les prêtres égyptiens, qui eux-mêmes la tenaient de traditions encore plus anciennes. Dans ce cas, l'Atlantide serait moins un mythe qu'un souvenir brisé, une réminiscence d'une civilisation effacée par les eaux à la fin de la dernière glaciation. Les descriptions de Platon intriguent par leur précision. Il parle d'une île plus grande que la Libye et l'Asie réunies, organisée en cercles concentriques de terre et d'eau, avec une capitale fastueuse au centre. Les Atlantes y vivaient dans l'abondance, maîtrisant l'agriculture, la navigation, l'architecture monumentale. Ils auraient été possédés des métaux rares, dont l'orichalque, décrit comme plus précieux que tout et peut-être aujourd'hui oublié. Mais cette prospérité aurait conduit à l'orgueil, et leur société se serait corrompue. Les dieux offensés auraient alors déclenché la catastrophe, séisme, inondation, effondrement. L'île entière disparut dans la mer, ne laissant derrière elle qu'un souvenir. Ce récit unique en son genre a donné naissance à d'innombrables spéculations. Où se situait l'Atlantide ? Dans l'océan Atlantique, comme son nom le suggère, au large des Açores, vestige d'un continent effondré, en Méditerranée près de Santorin, où l'éruption cataclysmique de Terra au deuxième millénaire avant notre ère détruisit la civilisation minoenne et inspira peut-être l'histoire. Certains ont même proposé des localisations en Amérique, en Afrique du Nord, en Antarctique. Chaque hypothèse reflète moins une certitude qu'un désir, celui de retrouver un fragment de cette mémoire engloutie. Au-delà des lieux, c'est l'idée même de l'Atlantide qui fascine. Elle incarne le fantasme d'une civilisation antérieure dotée de savoirs perdus. Les légendes modernes lui attribuent non conçu des connaissances astronomiques, des technologies oubliées, parfois même des pouvoirs surnaturels. Mais il n'est pas nécessaire d'aller si loin pour comprendre son attrait.
L'Atlantide, c'est la possibilité que l'histoire humaine ait connu un cycle avant le nôtre, qu'une société complexe, organisée, puissante ait existé, puis disparu, laissant à ses héritiers lointains seulement des fragments de souvenirs transformés en mythes. Les parallèles avec d'autres récits de déluge renforcent ce soupçon. Platon situe la chute de l'Atlantide environ 9000 ans avant Solon, soit près de 11 000 ans avant notre ère, au moment même où s'achevait la dernière glaciation. À cette époque, le monde subissait des bouleversements majeurs, montée brutale des océans, changements climatiques, effondrement écologique. De vastes territoires côtiers furent engloutis, emportant sans doute les villages, les rites, les cultures qui y prospéraient. Si une civilisation maritime avait existé, elle aurait pu être presque totalement effacée, ne laissant que des souvenirs transformés en légendes. Les traditions d'autres peuples résonnent avec ce récit. Les Égyptiens parlaient d'ancêtres très anciens, de dynasties divines régnant avant l'histoire. Les peuples de Mésoamérique racontaient que leur culture avait reçu des savoirs d'instructeurs venus de la mer après un grand cataclysme. Les mythes mésopotamiens évoquaient Utnapishtim, survivant d'un déluge universel. Chaque fois, on retrouve la même structure. Un monde prospère détruit par les eaux, des survivants porteurs de mémoire, une renaissance. L'Atlantide ne serait alors qu'une variation grecque de ce souvenir universel. Pourtant, l'Atlantide de Platon porte une singularité qui trouble. Ce n'est pas une simple île effacée par un déluge, c'est une civilisation dotée d'une organisation politique, militaire et culturelle déjà aboutie. Elle ne se contente pas d'exister, elle rayonne, elle rivalise, elle menace même le monde connu de l'époque. C'est un portrait étonnamment moderne, presque trop avancé pour être une simple métaphore. Comme si Platon, en transcrivant des récits reçus, avait conservé des fragments d'une histoire bien plus ancienne, dont il ne comprenait lui-même pas toute la portée. Les ruines que nous connaissons aujourd'hui, dispersées à travers le monde, alimentent encore ces résonances. Les mégalithes de Malte, les temples cyclopéens de Sardaigne, les cités submergées près de l'Inde ou du Japon, les colosses de l'Eucroc de l'île de Pâques, tout cela semble dessiner la carte d'un monde plus vaste, relié par un fil invisible. Peut-être n'existait-il pas une seule Atlantide, mais plusieurs cités, plusieurs cultures côtières englouties, que la mémoire humaine a rassemblées en une seule image, une seule histoire. Le nom d'Atlantide serait alors le masque posé sur un cœur de voix disparu. Il existe aussi une autre lecture. L'Atlantide, disent certains, n'était pas un lieu, mais une époque. Le souvenir d'un âge d'or où l'humanité vivait en harmonie avec son environnement, avant la chute, avant la perte. En ce sens, elle n'est pas à chercher sur une carte, mais dans les profondeurs de la mémoire collective. Les cataclysmes géologiques n'auraient en fait qu'incarné ce passage, l'effondrement d'un monde ancien remplacé par un nouveau cycle. Cette incertitude explique pourquoi l'Atlantide continue de nous captiver. Si elle n'avait été qu'un mythe isolé, elle aurait peut-être sombré dans l'oubli. Mais elle fait écho à tant d'autres traditions, tant d'autres mémoires de mondes engloutis, que nous ne pouvons l'écarter tout à fait. Elle est à la fois une légende et un miroir, une énigme qui reflète notre désir de savoir si nous sommes vraiment les premiers ou seulement les héritiers d'un passé oublié. Et si, au-delà de la fable, ce récit portait la trace ténue d'un souvenir brisé. Une mémoire d'hommes qui, un jour, vécurent sur des terres aujourd'hui disparues, bâtirent des cités, contemplèrent les astres et laissèrent dans la pierre ou dans les mots quelques signes assez résistants pour traverser les millénaires et parvenir jusqu'à nous. Déformés mais encore reconnaissables. L'Atlantide, alors, ne serait pas seulement une invention. Elle serait l'écho d'une voix lointaine, murmurant que le commencement de l'histoire n'est peut-être pas celui que nous croyons. Lorsque les scribes commencèrent à tracer des chronologies, ils ne se contentèrent pas d'énumérer les rois et les guerres. Ils cherchèrent aussi à inscrire leurs origines dans la profondeur du temps, à donner à leur peuple une filiation qui dépassait la mémoire humaine. C'est ainsi que naquirent les généalogies mythiques, ces longues suites de noms qui relient les hommes aux dieux, les cités aux héros, les dynasties aux créateurs du monde. Mais parfois, ces généalogies contiennent des énigmes troublantes, des durées impossibles, des figures qui semblent appartenir à une humanité différente de la nôtre. Elles suggèrent que derrière la mythologie se cache une mémoire brouillée d'un passé plus ancien, peut-être lointainement réel. Les textes sumériens offrent un exemple saisissant. Dans ce que l'on appelle la liste royale sumérienne, rédigée il y a près de 4000 ans, les scribes consignèrent les dynasties qui avaient régné avant et après le déluge, mais les durées de règne des souverains antédiluviens défiant l'entendement.
certains rois auraient régné des dizaines de milliers d'années. Ces nombres, pris littéralement, semblent absurdes. Pourtant, pourquoi les scribes auraient-ils inventé de telles proportions ? Peut-être voulaient-ils exprimer qu'il existait avant eux une lignée différente, des figures qui n'appartenaient pas tout à fait au monde des hommes, mais dont ils se considéraient comme les héritiers. Les traditions bibliques portent un écho similaire. Dans la Genèse, les patriarches antédiluviens vivent de des centaines d'années. Adam, Seth, Mathusalem, Noé. Tous sont dotés d'une longévité qui dépasse toute vraisemblance. Mais ces durées, aussi impossibles soient-elles, renvoient peut-être à la même logique. Signaler qu'avant l'histoire ordinaire existait un âge autre, un monde régi par des êtres différents dotés d'une vitalité ou d'un statut que nous ne comprenons plus. La Bible n'a pas cherché à les décrire comme des dieux, mais comme des ancêtres directs, établissant ainsi une filiation entre l'humanité actuelle et ses figures d'avant le déluge. Les Égyptiens, eux aussi, racontaient que leur civilisation descendait de lignées qui précédaient les dynasties humaines. Dans les listes transmises par les prêtres de Saïs, il est question de rois divins et de demi-dieux régnant pendant des millénaires avant les pharaons. Manéthon, prêtre égyptien du IIIe siècle avant notre ère, rapporta que des dieux avaient régné sur l'Égypte durant des dizaines de milliers d'années, suivis par des héros puis par des rois humains. Les dynasties pharaoniques ne seraient donc que l'ultime maillon d'une chaîne beaucoup plus ancienne, enracinée dans un passé perdu. En Mésoamérique, les Mayas et les Aztèques s'inscrivaient eux aussi dans un récit cyclique où plusieurs humanités s'étaient succédé avant la leur. Chacune de ces humanités était détruite par une catastrophe, feu, eau, vent, tremblement de terre, et remplacée par une autre. Dans certains codex, des listes de souverains ou de dieux fondateurs apparaissent associées à ces ères antérieures. Ces généalogies n'étaient pas des fictions gratuites. Elles exprimaient la conviction que leur civilisation n'était pas la première, mais la dernière d'une série de renaissances. La répétition de ce schéma à travers le monde interpelle. Pourquoi tant de peuples ont-ils ressenti le besoin de prolonger leurs origines dans un passé surhumain ? Pourquoi ces durées extravagantes, ces filiations divines, ces règnes antédiluviens ? Peut-être parce qu'ils avaient conscience d'un héritage qui ne leur appartenait pas entièrement. Ils vivaient dans les ruines d'un monde plus ancien, et ils tentaient ensuite de relier leur présent à ce passé effacé. Les généalogies impossibles seraient alors des tentatives maladroites de préserver la mémoire d'ancêtres différents dont la trace matérielle s'était déjà perdue. On peut aussi envisager que ces récits codent une réalité d'un autre ordre. Les durées invraisemblables, par exemple, pourraient sans n'être pas littérales, mais symboliques, exprimant la grandeur, la sacralité d'une époque révolue. Mais même dans ce cas, le message est clair. L'histoire humaine n'a pas commencé avec les hommes tels que nous les connaissons. Elle était précédée d'un âge mystérieux, où régnèrent des figures que l'on percevait comme supérieures, qu'elles aient été réelles ou mythifiées. Les Grecs, eux, parlaient d'un âge des dieux et des héros. Avant l'âge du fer, avant le monde des hommes ordinaires, il y eut l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze. Les dieux et les héros y vivaient à longtemps, parfois éternellement, dans une proximité avec les forces cosmiques. Les généalogies grecques mêlent sans cesse divinité et humain, comme si les lignées royales voulaient se rattacher à un passé plus ancien, garant de leur légitimité. Derrière cette logique politique, on devine encore une mémoire trouble, celle d'un monde antérieur au nôtre, où les êtres n'étaient pas soumis aux mêmes lois que nous. Ce motif réapparaît même dans des traditions plus discrètes. Chez certains peuples d'Afrique, les récits d'ancêtres fondateurs évoquent des êtres à la stature hors norme, plus grands que les hommes actuels, parfois capables de communiquer directement avec les astres. Dans certaines tribus amérindiennes, les premiers ancêtres sont décrits comme des géants ou des êtres venus d'un autre lieu, porteurs de chants et de rituels. Ces généalogies impossibles ne sont pas toujours consignées par écrit, mais elles survivent dans la mémoire orale comme des certitudes. La science moderne s'intéresse parfois à ces récits sous un angle inattendu. L'étude des génomes humains révèle des hybridations anciennes avec d'autres branches de l'humanité. Néandertal, Denisova, peut-être d'autres encore. L'homme moderne n'est pas le produit d'une lignée unique, mais d'un entrelacement complexe. Et si certaines traditions parlaient, à leur manière, de ces croisements, de ces humanités disparues dont nous portons encore la trace en nous. Les rois antédiluviens à la longévité impossible,
Les patriarches bibliques, les ancêtres divins égyptiens, pourraient être des reflets mythifiés de ce passé biologique, où plusieurs humanités coexistaient et se mêlaient. Quoi qu'il en soit, ces généalogies défient notre vision linéaire du temps. Elles nous obligent à reconnaître que, pour les peuples anciens, l'histoire ne commençait pas avec eux. Elle était l'ultime étape d'une longue chaîne de transmission, de règne, de catastrophes. L'homme moderne n'était pas un commencement, mais un héritier. Et dans cette position d'héritier, il portait le fardeau d'un passé dont il ne comprenait plus vraiment le sens. Lorsque nous lisons aujourd'hui ces chronologies étranges, nous les réduisons souvent à des fables, mais peut-être devons-nous les entendre autrement, comme des archives brouillées, comme les dernières lueurs d'un souvenir trop ancien pour être clair. Les généalogies impossibles sont des palimpsestes, où se superpose la mémoire réelle d'un passé effacé et l'imaginaire qui tente de le reconstituer. Elles nous rappellent que derrière nos histoires connues s'étend une autre histoire, dont les acteurs nous échappent encore, mais dont l'ombre continue de traverser les âges. Lorsque l'on observe les cultures anciennes, dispersées aux quatre coins du monde, un constat troublant surgit. Des peuples séparés par des océans, n'ayant jamais eu de contact attesté, ont sculpté, gravé et transmis des motifs semblables. Le serpent qui enlace le monde, l'oiseau qui plane entre ciel et terre, la croix solaire, les spirales, les pyramides, les visages aux traits sévères. Ces symboles jumeaux, répétés à des milliers de kilomètres de distance, donnent l'impression qu'un langage invisible unissait les premiers bâtisseurs, comme si derrière la diversité des civilisations battait la mémoire commune d'un même héritage. L'exemple le plus frappant est sans doute la pyramide. On en trouve en Égypte dressées comme des montagnes de pierre sur la rive du Nil. Mais on en découvre aussi en Mésoamérique, au cœur du Mexique et du Guatemala, où les Mayas et les Aztèques élevèrent des pyramides à degrés dédiés aux dieux solaires. Plus loin, en Mésopotamie, les ziggourats s'élevaient déjà comme des escaliers menant au ciel. Même en Chine, dans la région de Xi'an, des tertres monumentaux révèlent que la silhouette de pyramides recouverte de végétation. Partout, le même archétype, une montagne construite par l'homme, reliant la terre et le ciel. Coïncidence culturelle ou réminiscence d'un même modèle transmis par des voix que nous ignorons. Les spirales constituent un autre de ces motifs universels. Gravées sur les pierres de Newgrange en Irlande, elles évoquent le mouvement du Soleil et de la Lune, la continuité des cycles cosmiques. Mais les mêmes spirales apparaissent sur des pétroglyphes en Amérique du Nord, sur des poteries précolombiennes et jusque dans les traditions océaniennes. Partout le même signe, une énergie qui s'enroule, un chemin qui ne s'interrompt jamais. Peut-être est-ce simplement l'observation des astres, de l'eau, des tourbillons naturels, mais peut-être aussi est-ce la survivance d'un langage symbolique plus ancien, partagé avant la dispersion des peuples. Les mythes eux-mêmes révèlent des symétries. Le serpent cosmique, gardien ou destructeur, apparaît chez les Mayas sous la forme du serpent à plumes, Quetzalcoatl, mais aussi en Mésopotamie, avec Tiamat, la déesse dragon primordiale. Dans l'Inde védique, Anantashesha, le serpent infini, supporte le monde. Dans la Scandinavie ancienne, Jormungandr, le serpent de Midgard, entoure la Terre. Comment expliquer que le même symbole surgisse presque intact sur tous les continents? Est-ce une invention spontanée, née de l'expérience humaine universelle, ou bien une mémoire, un fil commun qui relie les mythologies à un récit oublié? On retrouve également des parallèles troublants dans l'art mégalithique. Les statues monumentales de l'île de Pâques, avec leurs visages figés et leurs yeux vides, rappellent par leur style la monumentalité austère de certaines figures sculptées en Amérique andine. Leurs proportions démesurées, leur caractère hiératique, évoquent une même volonté de figer dans la pierre la présence d'ancêtres ou de dieux. Les Polynésiens, isolés dans l'océan, et les peuples andins, séparés par des montagnes, n'avaient aucun contact possible. Pourtant, leurs monuments se ressemblent comme deux échos lointains. Les symboles jumeaux apparaissent aussi dans les récits cosmogoniques. Beaucoup de peuples racontent donc que le monde est né d'un œuf primordial. L'Inde védique parle de l'Hiranyagarbha, l'œuf d'or d'où jaillit l'univers. Les Grecs évoquent de l'œuf d'Orphée, fendu par les forces cosmiques. Les traditions chinoises parlent de l'œuf de Pangu, contenant toutes les choses avant leur différenciation. Comment expliquer une telle convergence, sinon par une mémoire commune, transmise à travers les migrations? La figure des héros civilisateurs illustre la même énigme. En Amérique centrale, Quetzalcoatl enseigne aux hommes l'agriculture, les arts et la mesure du temps.
En Égypte, Osiris initie les humains à la culture des céréales et aux lois de la société. Dans les traditions sumériennes, Enki apporte aux hommes les arts et les savoirs. Dans la Grèce archaïque, Prométhée vole le feu pour le donner aux mortels. Partout un même récit. Des êtres venus d'un ailleurs transmettent à l'humanité des savoirs essentiels. Est-ce une invention psychologique universelle ou la réminiscence transformée d'un souvenir réel, celui d'un peuple disparu qui transmit ses connaissances aux survivants d'un cataclysme? L'architecture sacrée accentue encore cette impression d'un langage partagé. Les temples mayas et égyptiens, bien que différents dans leur style, étaient orientés selon les astres, conçus comme des répliques terrestres d'un ordre céleste. Les mégalithes d'Europe, tout comme les observatoires incas ou les sanctuaires d'Asie, reposent donc sur le même principe, traduire le cosmos dans la pierre. Partout, les bâtisseurs semblent avoir voulu exprimer la même intuition. L'homme vit dans un monde qui reflète les astres, et ces monuments doivent en être le miroir. Les anthropologues expliquent souvent dans ces convergences par des nécessités naturelles. L'homme partout observe le soleil, la lune, les étoiles. Il connaît les cycles, les saisons, les catastrophes. Il invente donc des symboles similaires pour exprimer les mêmes réalités. Mais il est troublant que certains de ces motifs soient si spécifiques, si structurés, qu'ils donnent parfois l'impression d'un langage codé, d'un héritage commun. Comme si derrière les océans qui séparent les continents, il y avait eu un fil invisible, tendu depuis un passé reculé, reliant les cultures sans qu'elles s'en souviennent. Les traditions orales alimentent encore cette hypothèse. En Polynésie, certains chants disent en ça que leurs ancêtres venaient d'une terre originelle disparue et qu'ils portaient avec eux les symboles et les chants de leur monde d'avant. En Afrique, des peuples affirment que leurs savoirs ancestraux venaient de maîtres venus de l'autre côté de l'eau. En Amérique, les récits parlent de voyageurs divins surgis de l'océan, porteurs de symboles lumineux. Chaque fois, la mer joue le rôle de barrière et de mémoire, comme si les symboles avaient traversé les flots avant d'être dispersés aux quatre coins du monde. Les symboles jumeaux à travers les océans posent ainsi une question essentielle. Ces similitudes témoignent-elles seulement de la nature humaine, universelle dans ses intuitions, ou bien révèlent-elles l'empreinte d'une humanité plus ancienne qui aurait jadis relié les continents? Si une civilisation mondiale avait existé avant le déluge, avant la montée des eaux, elle aurait pu transmettre un même langage symbolique, un alphabet des images dont nous retrouvons encore les fragments, éparpillés mais reconnaissables. Et peut-être est-ce cela que nous percevons encore aujourd'hui. Ces pyramides jumelles, ces spirales gravées, ces serpents cosmiques, ces héros civilisateurs, tous sont comme des morceaux d'un miroir brisé. Nous en tenons quelques éclats, dispersés d'un bout à l'autre du monde. Mais le miroir entier, l'image complète, demeure hors de notre portée. Derrière les symboles, derrière leurs répétitions inexplicables, il y a peut-être la trace d'un récit perdu. Un récit que nous ne connaissons plus mais qui continue d'affleurer obstinément à travers les océans. Il existe dans le monde des monuments si vastes, si parfaitement ajustés, que leur seule présence semble défier le temps. Des murs assemblés avec des blocs gigantesques, taillés avec une précision telle qu'on ne peut glisser une lame de couteau entre les jointures. Des pierres dont certaines pèsent des centaines de tonnes, transportées sur des kilomètres sans la roue, sans le fer, sans les machines que nous jugeons nécessaires. Ces édifices, qualifiés de cyclopéens, semblent appartenir à une science oubliée, à un savoir-faire que l'humanité actuelle a du mal à comprendre. Au Pérou, la forteresse de Sacsayhuaman domine encore les hauteurs de Cusco. Ces murailles sont constituées de blocs colossaux, certains de plus de 100 tonnes, ajustés dans des formes polygonales complexes. Pas de pierres identiques, et pourtant elles s'emboîtent parfaitement, comme si elles avaient été modelées l'une sur l'autre. Aucun mortier ne les maintient et pourtant elles tiennent depuis plus de 5 siècles, résistant aux séismes les plus violents. Les Incas affirmaient que ces murailles existaient avant eux, qu'ils n'avaient fait que les hériter d'un peuple plus ancien. Ce peuple inconnu aurait possédé des techniques de taille et de transport que nous ne comprenons pas encore. À Tiwanaku, près du lac Titicaca, les ruines révèlent pour le même mystère. Le temple de Pumapunku expose des blocs de grès et d'andésite aux découpes angulaires, d'une précision presque géométrique, comme si elles avaient été usinées par des machines modernes. Des rainures, des encoches, des perforations régulières y sont visibles, semblant appartenir à une technique sophistiquée de construction. Mais ce site daterait de plus de 3000 ans,
peut-être davantage selon certains chercheurs, et ne correspond pas au niveau technique supposé des cultures locales. Qui donc a conçu ces pierres et comment ? En Égypte, les pyramides continuent elles aussi de poser des énigmes. La grande pyramide de Khéops, avec ses 2 millions de blocs de pierre, alignés sur les points cardinaux avec une précision surprenante, demeure une prouesse difficile à expliquer. Les carrières d'où provenaient en sont les pierres se situaient parfois à plusieurs kilomètres, et les blocs les plus massifs, comme ceux utilisés dans la chambre du roi, pèsent jusqu'à 70 tonnes. La tradition archéologique parle de rampes, de cordes, de milliers d'ouvriers. Mais certains détails demeurent troublants. L'exactitude des proportions, l'orientation astronomique, la polissure interne de certaines chambres. Était-ce seulement le fruit d'une organisation colossale ou bien le signe d'un savoir plus ancien, transmis par des bâtisseurs dont nous n'avons plus la trace ? En Méditerranée, les temples mégalithiques de Malte, datés de plus de 5000 ans, révèlent des blocs pesant parfois 50 tonnes, assemblés en structures circulaires. À Baalbek, au Liban, le temple de Jupiter repose sur des fondations cyclopéennes. 3 blocs, appelés le trilithon, pèsent chacun plus de 800 tonnes. Comment ces masses colossales ont-elles été déplacées et ajustées à une époque où les moyens techniques semblaient rudimentaires ? Les explications modernes parlent de traîneaux, de rampes et d'une organisation prodigieuse. Mais certains chercheurs soulignent que même avec ces moyens, une telle précision reste difficile à atteindre. Ces bâtisseurs cyclopéens n'étaient pas seulement des carriers et des maçons. Ils possédaient une science pratique, une connaissance des matériaux, une maîtrise de la géométrie et des forces mécaniques. Leur savoir semble avoir été adapté au paysage, au séisme, au cycle céleste. Les murs de Sacsayhuaman, par exemple, épousent la forme du terrain et résistent depuis des siècles à des tremblements de terre qui auraient pulvérisé des constructions modernes. Les pyramides d'Égypte, par leur orientation et leurs proportions, semblent traduire un ordre cosmique, comme si leur architecture était aussi une carte des étoiles. Il est possible que ce savoir ait été entièrement empirique, fruit de générations d'essais et d'observations, mais il est aussi envisageable qu'il ait été hérité. Les Incas eux-mêmes affirmaient que leurs ancêtres avaient reçu leur connaissance de Viracocha, une divinité civilisatrice venue des temps anciens, après un cataclysme. Les Égyptiens disaient que leurs premiers rois n'étaient pas humains, mais des dieux et des demi-dieux, porteurs de l'art de bâtir. Dans ces récits, les bâtisseurs cyclopéens apparaissent comme les héritiers d'une science transmise depuis un âge antérieur, effacée mais toujours présent dans la pierre. Les techniques supposées utilisées intriguent encore. Certains suggèrent que des méthodes de ramollissement de la pierre existaient tant grâce à des plantes ou des procédés chimiques perdus permettant d'ajuster les blocs comme une pâte malléable. D'autres parlent de systèmes de levage ingénieux, de l'usage de vibrations, de sons, d'une connaissance des lois physiques que nous redécouvrons seulement aujourd'hui. Ces hypothèses restent spéculatives, mais elles traduisent toutes la même impression. Ce savoir échappe à nos catégories. Les bâtisseurs cyclopéens n'étaient pas isolés dans leur prouesse technique. Ils avaient aussi une vision spirituelle. La pierre, pour eux, n'était pas qu'un matériau, c'était une mémoire, une interface avec le cosmos. En érigeant ces monuments, ils inscrivirent dans la terre un ordre qui dépassait la survie. Leur construction était des sanctuaires, des observatoires, des lieux où le ciel et la terre se rejoignaient. Leurs pierres étaient à la fois fonctionnelles et symboliques, destinées à durer au-delà de leur temps, comme des messages adressés à l'avenir. Lorsque nous les contemplons aujourd'hui, nous voyons à la fois la puissance brute de la matière et l'élégance d'un savoir invisible. Ces murs ajustés avec une perfection inhumaine, ces blocs colossaux érigés dans le silence, tout cela nous rappelle qu'il y eut des gestes que nous ne comprenons plus. La science des bâtisseurs cyclopéens n'était pas seulement une technique, c'était une manière de relier l'homme au monde, de faire de la pierre le langage d'une mémoire antérieure. Et peut-être que cette mémoire, transmise de génération en génération, provenait d'une humanité plus ancienne, disparue dans les cataclysmes de la fin de l'âge glaciaire. Les bâtisseurs n'auraient fait que prolonger un héritage en sauvegardant, dans la pierre, les fragments d'un savoir venu d'avant. Si c'est le cas, alors chaque mur cyclopéen, chaque pyramide, chaque mégalithe est bien plus qu'un monument. C'est une archive vivante, un témoin de la science oubliée d'une race perdue. Parmi les énigmes qui traversent notre rapport au passé, certaines pourtant ne se dressent pas dans la pierre ni dans les mythes, mais dans la chair même de l'humanité.
Les ossements, les fragments d'ADN, les lignées oubliées que la science contemporaine exhume révèlent être parfois des fissures dans le récit linéaire de notre origine. Comme si, dans le tissu du vivant, subsistaient encore les traces d'un peuple ancien, disparu mais non totalement effacé, dont nous portons l'ombre en nous. Les découvertes récentes en paléogénétique ont bouleversé notre vision du passé. Longtemps, nous pensions que l'humanité moderne, Homo sapiens, née en Afrique il y a environ 200 000 ans, avait remplacé sans partage les autres espèces humaines. Mais le séquençage de l'ADN a révélé une autre histoire. Nous ne sommes pas seuls en nous-mêmes. Une part de nos gènes provient de lignées disparues. Les Européens et les Asiatiques portent tous un pourcentage d'ADN néandertalien. Les populations d'Océanie et certaines régions d'Asie du Sud possèdent des fragments hérités des mystérieux Denisoviens. Nous sommes donc le produit d'un entrelacement, d'un héritage multiple. Nous ne sommes pas l'unique héritier d'une seule humanité, mais le carrefour d'anciennes races dont certaines se sont éteintes. Ces hybridations posent-elles déjà une énigme. Comment ces rencontres ont-elles eu lieu et pourquoi avons-nous conservé certains fragments plutôt que d'autres ? Les chercheurs montrent que les gènes hérités de Néandertal ou de Denisova concernent parfois des aspects essentiels de notre physiologie. L'immunité, l'adaptation au climat, peut-être même certaines prédispositions cognitives. Comme si la survie de Homo sapiens dépendait de ce legs invisible, de cette mémoire génétique transmise par des peuples disparus. Dans notre sang circule encore le souvenir d'humanité effacée, dont les corps ont disparu mais dont les gènes continuent à prendre de parler. Il existe aussi des anomalies qui restent inexpliquées. Certaines populations portent des séquences d'ADN génétiques qui ne correspondent ni à l'homme moderne, ni à Néandertal, ni aux Denisoviens. Des fragments fantômes appartenant peut-être à d'autres humanités que nous n'avons pas encore identifiées. Comme si, dans le grand arbre de l'évolution humaine, il existait des branches entières dont nous avons perdu la trace matérielle, mais dont l'empreinte demeure inscrite dans nos cellules. Cela alimente l'idée troublante qu'il y eut plus d'hommes que ceux que nous connaissons. Plus de peuples, plus de lignées, aujourd'hui disparus mais encore présents en nous. Les légendes anciennes font parfois écho à ces découvertes. Les Grecs parlaient enfants de géants, les Hébreux de Néphilim, les traditions d'Amérique du Nord de premiers hommes. Plus grands et plus forts, aujourd'hui disparus. Ces récits de races anciennes, différentes des hommes actuels, pourraient n'être que des métaphores. Mais ils pourraient aussi être les souvenirs transformés de rencontres réelles avec d'autres humanités, survivantes des temps antérieurs. Les mythes auraient alors conservé, sous le voile de l'allégorie, l'écho d'un passé biologique que la science redécouvre aujourd'hui. Certaines découvertes archéologiques accentuent ce sentiment. En Indonésie, sur l'île de Flores, des restes humains ont révélé l'existence d'une espèce inattendue. Homo floresiensis, surnommé le Hobbit, de petite taille, aux caractéristiques archaïques ayant survécu jusqu'à une époque étonnamment récente, il y a à peine 50 000 ans. Dans les Philippines, une autre espèce, Homo luzonensis, fut identifiée, elle aussi distincte. Ces trouvailles montrent que le monde d'hier n'était pas peuplé d'un seul type d'homme, mais d'une mosaïque d'humanités coexistant parfois sur les mêmes territoires. Les rencontres, les hybridations, les échanges et peut-être les affrontements faisaient partie du quotidien. La rumeur d'un peuple ancien se cache peut-être aussi dans les variations physiques que l'on retrouve dans certaines populations. Des légendes locales parlent d'ancêtres aux yeux clairs, dans des régions où ce trait n'aurait pas dû apparaître. Des récits de géants transmis par les Amérindiens coïncident avec des découvertes de squelettes atypiques, souvent controversés ou rapidement oubliés. Bien que ces trouvailles soient souvent mises en doute, elles alimentent une impression persistante, celle que l'humanité actuelle n'est pas seule, qu'elle porte en elle des traces venues d'ailleurs. Les scientifiques en parlent parfois de goulot d'étranglement génétique, pour désigner les périodes où l'humanité a frôlé l'extinction, ne laissant que quelques milliers d'individus survivants. Lors de ces crises, les hybridations avec d'autres groupes auraient été essentielles à la survie. Cela signifie que, si nous existons encore aujourd'hui, c'est peut-être grâce à ces peuples disparus. Notre mémoire biologique est donc faite de pertes et de sauvetages, de lignées effacées qui ont malgré tout laissé une empreinte. La question qui se pose est vertigineuse. Ces autres humanités dont nous avons intégré les gènes avaient-elles développé des savoirs, des cultures, peut-être même des formes de civilisation dont nous n'avons plus la trace? Ont-elles été les gardiennes de mémoire que nous avons ensuite oubliées? Si certains mythes parlent d'instructeurs venus d'un autre temps,
d'êtres différents qui enseignèrent aux hommes les arts et les sciences, ne pourrait-on y voir le souvenir brouillé de rencontres avec ces autres espèces humaines, plus anciennes, mais détentrices d'un savoir spécifique? L'archéologie génétique n'en était qu'à ses débuts, et chaque nouvelle découverte élargit notre vision. Le simple fait que des populations actuelles portent encore les fragments d'ADN de peuples disparus est déjà une révolution. Cela signifie que la frontière entre passé et présent n'est pas absolue. Nous sommes les porteurs vivants d'un héritage invisible. Dans nos cellules se trouvent les échos de voix que nous n'entendrons jamais, mais qui continuent d'agir à travers nous. Les anomalies génétiques sont peut-être les pierres de rosette d'une autre histoire, celle des humanités oubliées. Elles nous rappellent que l'évolution n'est pas une ligne droite, mais un tissu d'entrelacs, de rencontres, de disparitions. Et au cœur de ce tissu, il existe encore des fragments que nous ne savons pas déchiffrer, des séquences d'ADN qui semblent appartenir à personne et à tout le monde, des héritages fantômes qui nous disent seulement ceci: avant nous, il y eut d'autres hommes, et ces autres hommes, bien qu'effacés, continuent de vivre en nous. Ainsi, la rumeur d'un peuple ancien n'est pas seulement un mythe, elle est inscrite dans notre chair, dans le code même de la vie. Elle murmure à chaque cellule que l'humanité actuelle n'est pas le commencement absolu, mais le dernier visage d'une lignée multiple, complexe, dont certains chapitres sont perdus à jamais et dont d'autres subsistent en silence dans nos corps. Dans les paysages les plus reculés de la planète, des pierres immenses se dressent encore, alignées, orientées, sculptées, comme si elles attendaient depuis des millénaires que nous les comprenions. On les appelle mégalithes, et leur présence intrigue parce qu'elles ne semblent pas seulement être des monuments funéraires ou des lieux de culte. Elles paraissent dialoguer avec le ciel, comme si, bien avant les premiers écrits, des peuples avaient inscrit dans la pierre la mémoire des astres et des saisons, bâtissant de véritables calendriers minéraux qui défiant le temps. L'un des exemples les plus célèbres se trouve en Irlande, à Newgrange. Ce tumulus, vieux de plus de 5000 ans, n'est pas seulement une tombe monumentale. Son couloir, long et étroit, est orienté de manière si précise qu'au solstice d'hiver, le soleil levant illumine la chambre intérieure, ne durant que quelques minutes avant de disparaître à nouveau. Pendant le reste de l'année, la chambre demeure plongée dans l'ombre. Ce phénomène n'est pas un hasard, il démontre une connaissance astronomique avancée, une capacité à observer et calculer les cycles solaires. Les bâtisseurs de Newgrange n'avaient pas besoin d'écrire pour se souvenir, ils avaient sculpté la mémoire du temps dans la pierre. En Grande-Bretagne, Stonehenge joue un rôle similaire. Ces cercles concentriques ne sont pas seulement des blocs dressés, ils marquent avec précision les levées et couchers du soleil au solstice et équinoxe. Certains chercheurs pensent même que le monument servait de calculateur complexe, capable de prédire les éclipses. Les pierres, dans ce cas, deviennent plus qu'un sanctuaire. Elles sont un instrument scientifique, un observatoire à ciel ouvert. Pourtant, le peuple qui les érigea ne nous a laissé aucune trace écrite, aucun manuel, aucun schéma. Tout ce que nous avons, ce sont ces pierres silencieuses qui témoignent d'une intelligence attentive au mouvement du ciel. À travers l'Europe, d'autres sites témoignent de cette même obsession cosmique. Les alignements de Carnac, en Bretagne, s'étendent sur plusieurs kilomètres, des milliers de menhirs disposés avec une régularité impressionnante. Certains chercheurs y voient une carte céleste, d'autres un calendrier géant, d'autres encore un système rituel destiné à marquer les cycles agricoles. Quelle que soit leur fonction exacte, ces pierres ne furent pas dressées au hasard. Elles obéissent à une logique que nous n'avons pas encore totalement déchiffrée. L'obsession des mégalithes pour le ciel ne se limite pas à l'Europe. En Égypte, les temples et les pyramides étaient alignés sur les points cardinaux, et certains passages internes semblent pointer vers des étoiles précises. La pyramide de Khéops, par exemple, possède des conduits qui semblent orientés vers Sirius et Orion, deux constellations sacrées pour les Égyptiens. Les monuments ne reflétaient pas seulement la terre, mais le ciel. Ils étaient conçus comme des ponts, reliant les vivants aux dieux par le langage des astres. Dans les Andes, les sanctuaires Incas et pré-Incas révèlent pour la même connaissance. À Machu Picchu, la pierre de l'Intihuatana, le lieu où l'on attache le soleil, semble avoir servi de repère astronomique, marquant les solstices et les équinoxes. Les Incas, héritiers de traditions plus anciennes, construisaient leurs temples en fonction des levées du soleil, de la lune et parfois des étoiles. Les mégalithes andins, par leurs orientations, leur précision et leur monumentalité, témoignent d'une science du ciel inscrite dans la pierre. En Afrique, Tchemissa, le site de Nabta Playa, dans le désert nubien,
révèle un cercle de pierre vieux de plus de 7000 ans. Il précède Stonehenge de 2 millénaires et il est orienté selon les étoiles. Certains chercheurs pensent qu'il s'agissait d'un observatoire préhistorique, utilisé pour suivre les cycles solaires et planétaires. Là encore, les pierres deviennent le livre d'un peuple sans écriture, une archive minérale des mouvements du ciel. Partout, cette relation entre mégalithes et astres intrigue. Comment des peuples supposés primitifs, vivant de chasse et d'agriculture rudimentaire, pouvaient-ils concevoir des monuments d'une telle précision ? Il faut, pour les ériger, non seulement une organisation sociale, mais aussi une connaissance fine des cycles célestes, des calculs, une transmission intergénérationnelle d'observations. Ces bâtisseurs savaient que le ciel se répétait, que les astres suivaient des rythmes. Ils ont transformé cette conscience en architecture. Certains chercheurs modernes suggèrent donc que ces peuples vivaient dans une relation plus intime avec le cosmos, observant nuit après nuit les mouvements des astres, intégrant ces rythmes dans leur vie quotidienne. Mais d'autres posent une question plus vertigineuse. Et si ces savoirs avaient été hérités ? Et si les bâtisseurs mégalithiques n'avaient fait que prolonger une mémoire transmise, issue d'un peuple antérieur, aujourd'hui disparu ? Dans ce cas, les mégalithes ne seraient maintenant pas seulement des calendriers, mais des archives de l'humanité elle-même, des tentatives de figer dans la pierre un savoir qui risquait de se perdre. Ce qui frappe encore, c'est la dimension symbolique de ces monuments. Ils ne se contentent pas de mesurer le temps, ils le rendent sacré. Le solstice, l'équinoxe, les phases de la lune n'étaient pas seulement des événements astronomiques, mais des moments où le ciel et la terre se rejoignaient. Les mégalithes étaient entre les lieux où cette rencontre pouvait être vécue. En ce sens, ils étaient à la fois observatoires et temples, instruments scientifiques et autels sacrés. L'homme y inscrivait sa place dans l'univers, non pas comme spectateur, mais comme acteur d'un cycle cosmique. La présence de ces calendriers de pierre sur tous les continents nourrit une impression de convergence. Des peuples séparés par des océans ont érigé des monuments semblables, orientés vers les mêmes astres, préoccupés par les mêmes cycles. Était-ce simplement la nécessité de suivre le temps pour l'agriculture, ou bien la trace d'un langage symbolique universel, partagé depuis une humanité antérieure ? Les mégalithes ne livrent pas toutes leurs réponses. Ils se dressent encore, immobiles, sous la pluie, sous le soleil, regardant les astres que nous regardons aussi. Ils continuent aussi d'accomplir leurs fonctions, marquant les solstices, reliant la terre et le ciel. Mais leur langage, nous l'avons en grande partie perdu. Nous savons seulement qu'il était destiné à durer, à transmettre une mémoire au-delà des générations. Et c'est peut-être pour cela qu'il nous trouble tant. Il porte l'écho d'un savoir ancien, inscrit dans la pierre, adressé à des héritiers que les bâtisseurs n'ont jamais connus. Nous nommons préhistoire ce qui précède l'écriture, comme si, avant les signes tracés sur l'argile, l'humanité n'avait pas d'histoire digne d'être racontée. C'est un mot commode mais trompeur, car il suggère un vide, une attente, un temps gris où rien d'essentiel ne se serait encore produit. Pourtant, lorsque l'on contemple les grottes ornées, les mégalithes dressés, les sépultures soignées, on comprend que ce monde silencieux n'était pas une absence, mais une présence que nous avons perdue, comme effacée, et dont il ne nous reste que des fragments. Cet effacement prend plusieurs formes. La première est naturelle, le temps détruit. Le bois pourrit, les tissus se désagrègent, les huttes s'effondrent. Des siècles, des millénaires, puis plus rien. Ne subsiste que ce que la pierre et la cendre peuvent protéger. L'immense majorité de la vie préhistorique s'est donc volatilisée, ne laissant qu'un écho. Ce que nous appelons preuve n'est qu'un résidu infime, une poussière de l'immense réalité vécue par ces peuples. Imaginez leur quotidien, leurs voix, leurs gestes, à partir de quelques silex et de peintures pariétales, revient à reconstituer une forêt à partir de quelques brindilles. L'effacement est aussi culturel. Lorsque les peuples changent, leurs traditions peuvent attendre se perdre. Une génération n'enseigne plus certains rites, et déjà le fil se brise. Le feu qui entretenait la mémoire s'éteint, et les siècles emportent tout. Les mythes que nous connaissons, tels qu'ils nous parviennent, sont déjà des survivants chanceux, ceux qui ont franchi le goulet de l'oubli. Combien d'histoires, combien de récits ont disparu à jamais, engloutis sans trace. Peut-être portaient-ils la mémoire d'un monde antérieur, d'une humanité oubliée, que nous ne connaîtrons jamais. Il existe aussi un effacement volontaire. Göbekli Tepe, enfoui sous des tonnes de terre par ceux-là même qui l'avaient rebâti, en est l'exemple le plus frappant.
Mais ailleurs, des monuments ont été détruits, des cultes interdits, des mémoires effacées par les vainqueurs. L'histoire est souvent écrite par ceux qui subsistent, et elle se construit au prix de la disparition de récits concurrents. Les civilisations qui triomphent écrasent celles qui ne survivent pas. Les mythes dominants recouvrent les voix minoritaires. Chaque pierre brisée, chaque tombe profanée, chaque rite interdit ajoute une strate à cet effacement. Ce qui trouble, c'est que cet effacement est si massif qu'il semble parfois délibéré, comme si l'histoire avait voulu masquer ses commencements. Nous savons que l'humanité a vécu des dizaines de milliers d'années avant Sumer, mais que savons-nous vraiment de ces millénaires ? Quelques objets, quelques traces, mais rien qui nous permette de dessiner un récit continu. C'est comme si le passé avait volontairement brouillé ses pistes, ne laissant que des indices énigmatiques pour alimenter notre curiosité sans nous offrir de certitude. Cet effacement nourrit l'idée d'un monde perdu. Quand nous contemplons les peintures de Lascaux ou de Chauvet, vieilles de plus de 21 000 ans, nous découvrons des œuvres d'une beauté et d'une maîtrise incroyables. Ces artistes savaient le jouer avec la perspective, la lumière, le mouvement. Ils n'étaient pas des esprits primitifs, mais déjà des créateurs accomplis. Pourtant, entre ces chefs-d'œuvre et l'apparition des premières cités, s'étend un gouffre de temps dont nous ne savons presque rien. Que s'est-il passé durant ces millénaires ? Pourquoi ce génie artistique ne s'est-il pas transformé en architecture, en écriture, en civilisation durable ? La réponse est perdue, comme si le temps lui-même avait décidé d'effacer les chapitres intermédiaires. Dans certaines régions, des traces de cultures anciennes semblent émerger, mais elles disparaissent aussitôt dans le brouillard. À Jéricho, des murailles de pierre vieilles de 10 000 ans se dressent comme les vestiges d'une organisation sociale avancée, bien avant l'époque supposée des villes. À Çatalhöyük, en Anatolie, une cité néolithique révèle un mode de vie complexe, avec des maisons peintes, des rituels, des croyances. Pourtant, ces mondes ne nous parlent qu'à travers quelques ruines, et leur mémoire s'interrompt brusquement, comme si l'histoire s'était refermée sur elle. Il est possible que la préhistoire ressemble à un effacement parce qu'elle fut marquée par des catastrophes. La fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans, provoqua des bouleversements climatiques immenses. Des territoires entiers furent engloutis par la montée des eaux. Des régions fertiles devinrent des déserts. Si des sociétés plus avancées avaient existé, elles auraient même pu être balayées en quelques générations. Les survivants auraient conservé des fragments de mémoire, mais incapables de reconstruire l'ensemble, ils auraient transmis ces souvenirs sous forme de mythes. Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme des légendes de déluge ou de mondes disparus pourrait être l'écho de cet effacement. Il faut aussi rappeler que l'histoire n'est jamais complète. Nous ne découvrons que ce que le hasard nous laisse retrouver. Demain, une fouille sous-marine, un site enfoui, une grotte oubliée pourrait transformer notre vision. Ce qui semble aujourd'hui perdu pourrait encore surgir. L'effacement n'est donc pas total, il est partiel, sélectif, et nous ne savons pas encore ce qu'il cache. Peut-être que sous nos pieds, sous les océans, dorment les traces d'un monde qui contredirait tout ce que nous croyons savoir. Dans cette incertitude réside une vérité étrange. La préhistoire n'est pas un temps vide, mais un temps obscurci. Elle n'a pas disparu, elle est voilée. Et ce voile, en nous empêchant de tout voir, crée une impression d'absence. Ce que nous appelons effacement est peut-être simplement la limite de notre regard. Mais ce voile nourrit aussi une fascination, car il laisse deviner qu'il y a plus, beaucoup plus derrière ce que nous savons. Cet effacement agit comme un murmure. Il nous dit qu'avant nos villes, nos royaumes, nos empires, il y eut d'autres vies, d'autres peuples, d'autres commencements, que leur mémoire a été brisée, dispersée, oubliée, mais que quelques traces, quelques pierres, quelques peintures ont résisté. Ce sont elles qui nous rappellent que la préhistoire n'est pas un vide, mais un livre arraché, dont il reste seulement quelques pages, et que derrière ce silence se cache peut-être la véritable origine de notre humanité. Dans les mythes des peuples anciens, les dieux occupent une place centrale. Ils créent, détruisent, enseignent, punissent. Ils apparaissent comme des forces cosmiques, mais aussi comme des figures étrangement humaines. Ils marchent parmi les hommes, s'unissent à eux, engendrent des lignées royales. Leurs visages changent d'un continent à l'autre, mais leur rôle reste similaire. Ils sont les premiers instructeurs, les gardiens d'un savoir venu d'avant. Pourtant, derrière leurs attributs divins, se dessine parfois l'ombre d'ancêtres réels, transformés par la mémoire collective en figures surhumaines. C'est comme si les dieux n'étaient pas seulement des inventions, mais la mémoire déformée d'hommes et de femmes appartenant à une humanité antérieure, effacée mais jamais totalement oubliée.
Les Sumériens racontaient que leur civilisation devait tout aux Anunnas, des êtres venus du ciel qui avaient enseigné aux hommes les fondements de la société. L'agriculture, l'écriture, les lois, les arts. Les Anunnas étaient des dieux, mais leur description rappelle davantage des souverains puissants que des entités immatérielles. Ils gouvernaient des cités, réglaient des conflits, possédaient des fonctions précises. Certains chercheurs y voient le souvenir mythifié d'un peuple réel qui aurait transmis aux Sumériens un héritage venu d'un passé plus ancien. En Égypte, les pharaons étaient considérés comme les descendants directs des dieux. Mais les prêtres affirmaient aussi que, bien avant les dynasties humaines, des dieux et des demi-dieux avaient régné sur la vallée du Nil pendant des millénaires. Ces figures divines pouvaient être l'écho de souverains réels, issus d'une civilisation disparue dont la mémoire aurait été transposée dans le langage religieux. Osiris, par exemple, n'était pas seulement un dieu de l'au-delà, il était aussi décrit comme un roi civilisateur venu enseigner l'agriculture et la loi. Derrière le mythe, on devine le souvenir d'un instructeur primitif, magnifié au fil du temps. Les Grecs, eux aussi, plaçaient leurs origines sous le signe des dieux. Zeus, Apollon, Athéna, mais aussi les titans et les héros vivaient dans une proximité constante avec les hommes. Les héros comme Héraclès ou Persée, nés de l'union entre dieux et mortels, reflètent peut-être l'idée que des hommes d'une autre lignée, différents, plus puissants, avaient un jour partagé leur monde. Ces récits pourraient être la trace symbolique de rencontres avec des peuples disparus, perçus comme supérieurs, transformés ensuite en figures divines. Dans les Amériques, les civilisations précolombiennes racontaient l'histoire de dieux venus des mers. Les Aztèques parlaient comme ça de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, qui avait apporté la connaissance, l'agriculture, les lois. Les Incas évoquaient Viracocha, le dieu créateur, qui enseigna aux hommes avant de disparaître vers l'horizon. Ces dieux instructeurs, souvent représentés sous une forme humaine, rappellent étrangement les récits mésopotamiens ou égyptiens. Partout le même motif. Des figures venues d'ailleurs, porteuses de savoir, qui disparaissent ensuite, laissant les hommes poursuivre leur chemin. Dans l'Inde ancienne, les Védas parlent des Deva, les dieux lumineux, et des Asuras, leurs opposants. Mais les textes mentionnent aussi les Rishis, les sages primordiaux, qui transmirent aux hommes la connaissance des hymnes et des rituels. Là encore, on peut se demander si ces êtres de lumière ne sont pas le souvenir idéalisé d'anciens maîtres, porteurs d'un savoir aujourd'hui oublié. Les temples indiens, orientés vers les cycles célestes, pourraient être l'héritage d'une tradition antérieure, transmise sous le langage des dieux. L'idée que les dieux soient la mémoire déformée d'ancêtres réels n'est pas étrangère à l'anthropologie moderne. De nombreux chercheurs ont montré comment les mythes transforment les figures historiques en personnages surnaturels. Un chef, un roi, un chaman peut, après sa mort, devenir un héros légendaire, puis un dieu. Le processus est connu. La mémoire embellit, amplifie et finit par sacraliser. Mais ce processus pourrait s'appliquer aussi à des peuples entiers. Une humanité antérieure, disparue dans un cataclysme, aurait laissé derrière elle des souvenirs transmis de génération en génération jusqu'à devenir des récits de dieux fondateurs. Les géants des traditions bibliques ou nordiques, les Néphilim ou les Jotun, pourraient ainsi être les reflets d'ancêtres réels, plus grands, différents, dont la mémoire a été mythifiée. Les aborigènes d'Australie parlent des êtres du temps du rêve, qui modelèrent le monde et laissèrent de leurs traces dans le paysage. Les Polynésiens disent que leurs ancêtres divins venaient d'îles aujourd'hui englouties. Dans tous ces récits, la divinité semble être le masque qui recouvre une mémoire ancienne, celle d'être réelle mais transformée par le temps en figure surnaturelle. Ce qui trouble, c'est la récurrence des motifs. Partout, les dieux sont présentés comme instructeurs. Ils enseignent les arts, les lois, la navigation, l'astronomie. Pourquoi les hommes auraient-ils inventé des figures divines qui font précisément ce que l'on attend d'un peuple civilisateur ? Pourquoi ces mythes ne se contentent-ils pas de parler de forces naturelles, mais insistent-ils sur l'idée d'une transmission, d'un savoir donné par d'autres ? La répétition de ce schéma suggère qu'il ne s'agit pas seulement d'une invention psychologique, mais du souvenir d'une expérience réelle, vécue par de nombreux peuples, à des époques différentes. Si l'on accepte cette hypothèse, alors les dieux seraient les héritiers d'une mémoire fragmentée. Les hommes, incapables de décrire exactement ces ancêtres disparus, les auraient enveloppés de symboles, de récits fabuleux, pour combler le manque. La mémoire déformée aurait transformé des instructeurs en divinités,
des souverains en immortels, des peuples en panthéon. Nous n'adorerions pas seulement des entités imaginaires, mais aussi les ombres d'êtres réels, perdus dans les profondeurs du temps. Cette hypothèse donne aussi un sens nouveau aux généalogies royales qui se rattachent aux dieux. Les dynasties égyptiennes, sumériennes, grecques ou mésopotamiennes n'affirmaient donc pas descendre des dieux par hasard. Elles se considéraient ainsi comme les héritières directes d'un passé antérieur, garantissant leur légitimité par ce lien. Si les dieux étaient bien des ancêtres réels, magnifiés par la mémoire, alors ces généalogies étaient peut-être plus qu'une fiction. Elles étaient la tentative maladroite de préserver un fil de transmission vers une humanité oubliée. Les dieux comme mémoire déformée d'ancêtres réels révèlent une vérité troublante. Nous avons peut-être transformé notre propre histoire en mythologie, enrobant dans le langage du sacré ce que nous ne pouvions plus expliquer. Derrière les récits cosmogoniques, derrière les panthéons, se cache peut-être le souvenir de civilisations disparues, effacées par le temps, mais dont la mémoire continue de vibrer à travers nos récits les plus anciens. Il y a dans les mythes une insistance troublante sur les destructions venues du ciel. Presque toutes les traditions parlent d'un moment où le monde fut brisé par des flammes, des inondations, des ténèbres soudaines. Ces récits, que l'on considère souvent comme des métaphores, pourraient bien être le souvenir réel d'événements cosmiques, car la Terre n'est pas isolée. Elle traverse des champs de débris, subit des impacts, vit au rythme de cycles célestes dont nous ne percevons pas toujours la régularité. Il est possible que, bien avant Sumer et l'Égypte, une ère entière ait été effacée par une catastrophe cosmique, laissant l'humanité réduite à quelques survivants. La fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans, correspond à une période de bouleversement climatique violent. Les glaciers reculaient, les océans montaient, mais un événement particulier intrigue les chercheurs, ce que l'on appelle le Dryas récent. En quelques années, le climat bascula de nouveau vers le froid glaciaire, puis revint brutalement à des conditions plus douces. Certains scientifiques pensent que ce changement fut provoqué par l'impact d'une comète ou d'un essaim de fragments cosmiques frappant la Terre. Les incendies massifs, les poussières projetées dans l'atmosphère, les bouleversements écologiques qui s'ensuivirent auraient décimé les grands animaux et réduit l'humanité à une survie précaire. Si tel est le cas, les mythes du déluge, du feu céleste et des ténèbres pourraient en être les souvenirs déformés de cet événement. Les Grecs parlaient en fait de Phaéton, fils du soleil, qui perdit le contrôle de son char et embrasa la terre. Les traditions nordiques évoquaient le Ragnarök, la fin des temps, où le ciel s'effondrerait en flammes et en ténèbres. Les textes mésopotamiens racontent des pluies de feu qui précédèrent le déluge. En Amérique, les récits mayas parlent d'un monde précédent détruit par une pluie ardente. Ces images, si différentes en surface, pourraient toutes avoir une origine commune, la mémoire d'un ciel en flammes gravé dans la conscience des survivants. Les traces géologiques semblent confirmer qu'à plusieurs reprises, la Terre a été frappée par des projectiles venus de l'espace. Le cratère de Chicxulub, au Mexique, témoigne de l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Plus près de nous, en Sibérie, l'événement de Tunguska, en 1908, rasa une forêt entière sur des centaines de kilomètres carrés. Si de tels phénomènes peuvent se produire dans les temps modernes, pourquoi ne pas imaginer qu'ils aient aussi marqué l'histoire humaine ? Un impact ou une série d'impacts, il y a 12 000 ans, pourrait avoir anéanti une civilisation naissante, laissant derrière lui seulement des fragments de mémoire. Les océans eux-mêmes gardent peut-être le souvenir de ces cataclysmes. Les montées brutales des eaux, consécutives à la fonte accélérée des glaciers, auraient submergé des milliers de kilomètres de côtes habitées. Les survivants, réfugiés dans l'intérieur des terres, auraient raconté à leurs descendants la perte de leurs cités, de leurs terres fertiles, de leurs temples. Ces récits, transmis de génération en génération, se seraient transformés en légendes de déluges universels. Le souvenir d'un événement réel, l'engloutissement massif des terres côtières, aurait été amplifié jusqu'à devenir un récit mythologique global. Il existe aussi des traces plus mystérieuses. Dans certaines couches de sédiments datées du Dryas récent, on trouve des microsphérules de métal, des particules vitrifiées, signe d'une chaleur extrême. Elles pourraient être les restes d'un impact cosmique ou d'explosion atmosphérique d'astéroïdes. Ces indices, encore débattus,
renforcent l'idée qu'un événement violent frappa la Terre à cette époque. Si tel est le cas, il aurait pu effacer en quelques jours ce que des siècles d'organisation humaine avaient reconstruit. Les mythes insistent sur un autre aspect, l'après. Après la destruction, des figures apparaissent, instructeurs ou dieux, qui enseignent aux survivants les arts essentiels. Noé, après le déluge, plante une vigne et recommence l'agriculture. Viracocha, dans les Andes, enseigne aux hommes après que le feu céleste eut ravagé le monde. Les Hanouna, en Mésopotamie, descendent après la catastrophe pour rétablir l'ordre. Partout le même motif. Après la destruction cosmique, une mémoire subsiste, transmise par quelques êtres, réels ou mythifiés. Peut-être étaient-ils les survivants d'une civilisation plus avancée, porteurs d'un savoir qui semblait divin à ceux qui l'avaient perdu. Ces récits révèlent une vérité troublante. Les hommes ne se sont pas seulement perçus comme les enfants de la terre, mais aussi comme les rescapés du ciel. Leur mémoire collective garde le souvenir de flammes, d'eau, de ténèbres, comme si l'humanité entière portait en elle le traumatisme d'un cataclysme. Les dieux, les instructeurs, les héros fondateurs seraient alors les figures symboliques de ceux qui survécurent et transmirent. Leur image, magnifiée, nous parvient comme le reflet d'un monde brisé par un événement cosmique. Dans les architectures anciennes, on retrouve parfois l'écho de cette peur du ciel. Les ziggourats mésopotamiennes, les pyramides égyptiennes, les temples mayas, tous semblent liés à une obsession céleste. Observer, calculer, anticiper les mouvements des astres, c'était peut-être aussi tenter de prévenir le retour du désastre. Les anciens ne contemplaient pas le ciel comme un simple spectacle, ils y voyaient la source des bénédictions, mais aussi des catastrophes. Leurs monuments, orientés vers les étoiles, étaient autant des calendriers sacrés que des instruments de vigilance cosmique. La possibilité que notre histoire ait été brisée par un impact céleste change notre regard sur les civilisations disparues. Peut-être n'ont-elles pas simplement décliné lentement. Peut-être ont-elles été anéanties en un instant, pulvérisées par un événement que nous peinons encore à mesurer. Dans ce cas, les ruines que nous contemplons seraient les vestiges d'un monde dont la continuité fut brisée, et non d'un progrès graduel. La mémoire humaine, incapable de tout expliquer, aurait traduit cette expérience en mythe de Dieu, en colère, de déluge, de feu venu du ciel. Aujourd'hui encore, nous vivons sous la menace silencieuse de tels événements. Les astéroïdes croisent régulièrement l'orbite terrestre. La science moderne les traque, calcule leur trajectoire, évalue les risques. Mais pendant des millénaires, les hommes ne pouvaient qu'observer, craindre et raconter. Leur mémoire, fragile mais tenace, nous a transmis ces récits, transformés en mythologie. Derrière l'imaginaire, il y a peut-être l'empreinte d'une catastrophe réelle, assez puissante pour effacer une ère entière, assez marquante pour hanter encore nos songes. Ainsi, lorsque nous lisons les légendes de destruction cosmique, il ne s'agit peut-être pas de simples fables. Ce sont les archives voilées d'un traumatisme collectif, la mémoire d'un ciel qui, un jour, s'est effondré sur la Terre. Et derrière cet effacement, peut-être gît la trace perdue d'une humanité antérieure dont nous ne connaissons plus que les échos dispersés. La question traverse les mythes, les pierres, les généalogies et jusqu'à notre propre sang. Que reste-t-il d'une humanité effacée ? Peut-on réellement hériter d'un peuple disparu, où les civilisations englouties s'effacent-elles sans retour, comme des ombres au crépuscule ? Cette interrogation, que l'on pourrait croire philosophique ou poétique, prend une épaisseur étrange lorsqu'on contemple les indices dispersés que l'histoire et la science nous offrent. Car il semble bien que, sous des formes diverses, nous soyons encore porteurs d'héritages invisibles, fragments persistants d'un passé oublié. L'héritage le plus évident est celui de la pierre. Les mégalithes, les pyramides, les murs cyclopéens sont là pour nous rappeler que quelque chose a été transmis, non pas un savoir écrit, mais une mémoire figée dans la matière. Ces monuments sont les témoins silencieux d'un savoir-faire qui dépasse parfois ce que nous croyons possible pour leur époque. Même si nous ne comprenons plus leur langage, ils sont devenus partie intégrante de notre mémoire collective. Nous héritons de leur énigme. Chaque génération projette sur eux ses questions, ses désirs, ses hypothèses. Ainsi, même sans comprendre, nous portons avec nous l'ombre de ceux qui les ont érigés. Il existe aussi un héritage symbolique. Les mythes universels de déluge, de cataclysmes, d'âge d'or disparus sont peut-être des mémoires déformées d'événements réels. Ils sont transmis comme des récits sacrés, mais ce qu'ils contiennent en filigrane, c'est la persistance d'un souvenir. Nous héritons de ces histoires comme d'un code secret, répété à travers les continents,
comme pour nous rappeler que nous ne sommes pas la première humanité à avoir vécu et souffert. Ces mythes façonnent notre imaginaire, influencent encore nos récits modernes, nos peurs, nos rêves. Ils sont les échos d'une mémoire dont nous n'avons plus les clés. Mais l'héritage le plus intime est inscrit dans notre corps. La génétique révèle que nous portons en nous l'ADN de peuples disparus, néandertaliens, denisoviens, peut-être d'autres encore. Ces traces ne sont pas anecdotiques. Elles influencent notre système immunitaire, nos capacités d'adaptation, peut-être même certains traits de notre psyché. Ainsi, nous ne sommes pas seulement les descendants d'une lignée unique. Nous sommes le mélange, le carrefour d'humanités différentes. Leur disparition n'a pas effacé leur existence. Elle continue de vivre en nous dans la profondeur invisible de nos cellules. Nous sommes littéralement les héritiers de leur vie, de leurs rencontres, de leur disparition. Cet héritage ne se limite pas au biologique. Il est possible que des savoirs, des pratiques, des intuitions y aient survécu à travers des millénaires sous des formes apparemment simples. L'observation des astres, les cycles agricoles, certains symboles récurrents pourraient provenir d'une mémoire plus ancienne que nous ne le croyons. Peut-être des bribes de connaissances transmises oralement qui se sont transformées en rituels, en traditions, en coutumes. Derrière chaque fête solaire, chaque rite funéraire, chaque symbole cosmique, il y a peut-être l'ombre d'un enseignement venu d'un autre âge. Nous héritons de gestes dont nous avons oublié le sens premier. La question de l'héritage se pose aussi sous une forme plus subtile, et si ce que nous appelons l'intuition humaine était en partie façonné par des expériences collectives antérieures, par des mémoires enfouies dans la profondeur de l'inconscient. Carl Jung parlait d'archétypes, ces images universelles qui surgissent dans les rêves et les mythes de toutes les cultures. Peut-être ces archétypes ne sont-ils pas seulement psychologiques, mais aussi historiques, les empreintes laissées par des événements vécus par des peuples disparus et qui continuent de se transmettre comme une mémoire silencieuse. Dans ce cas, nous porterions encore, dans nos rêves et nos symboles, l'héritage d'humanité perdue. Peut-on vraiment hériter d'une civilisation engloutie ? Oui, mais pas comme on hérite d'un livre ou d'un monument intact. L'héritage des peuples disparus est fragmentaire, brisé, transformé. Il se transmet par la pierre, par le mythe, par le sang, par l'inconscient. C'est un héritage brouillé, difficile à lire, mais qui n'en est pas moins réel. C'est peut-être pour cela que nous ressentons, face aux ruines et aux légendes, une étrange nostalgie, celle de quelque chose que nous avons perdu mais que nous continuons à porter en nous. Cet héritage n'est pas seulement un poids, il est aussi une promesse. Car il nous rappelle que l'humanité est capable de survivre aux catastrophes, de renaître après les effondrements. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que d'autres, avant nous, ont transmis quelque chose. Ils ont survécu, ils ont raconté, ils ont construit, et même si la plupart de leurs mondes se sont effacés, une part a persisté. Ce que nous appelons civilisation est bâti sur ces restes invisibles, sur ces legs que nous ne reconnaissons pas toujours. Hériter d'une humanité disparue, c'est accepter que nous ne sommes pas seuls dans le temps. Nous marchons avec leurs ombres, nous respirons avec leurs voix, nous pensons avec leurs symboles. Leur disparition n'a pas annulé leur existence, elle a creusé en nous un espace de mémoire, un espace de mystère. Et c'est peut-être ce mystère, plus encore que les preuves, qui constitue leur véritable héritage. Car au fond, l'héritage d'une civilisation disparue n'est pas seulement ce qui subsiste de concret, mais aussi le sentiment qu'il y a eu avant nous quelque chose d'immense, de différent, dont nous ne savons presque rien. C'est ce sentiment qui nourrit notre imagination, qui nous pousse à chercher, à questionner, à bâtir. Nous héritons de leur absence autant que de leur présence. Leur effacement devient notre désir de comprendre. Leur silence devient notre quête. Peut-on hériter d'une humanité disparue ? La réponse se trouve peut-être dans le simple fait que nous posons la question. Si cette interrogation persiste à travers les âges, si elle revient dans les mythes, dans les sciences, dans nos rêves, c'est peut-être parce que l'héritage est déjà là. Invisible, insaisissable, mais réel. Nous sommes les porteurs d'une mémoire qui ne nous appartient pas entièrement, mais qui vit en nous comme un murmure venu de très loin à travers les millénaires.